c'est le pays maudit ici, là, je vais péter un câble, j'ai été sage pendant toute l'émission, c'est maudit, je vous dis, ils ont lancé une bombe ici, c'est maudit. Comment ont-ils pu faire ça, une nation avec un potentiel gigantesque, gigantesque? Les gens sont inquiets, oui, je te le jure, on a résolu ce problème grâce à Amanda, notre conseillère municipale, et la loi anti-Ouloua. On a renversé la situation en 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on en prenait plein la figure, tu vois, ce que tu dis, tu vois, c'est juste du trap, tu vois, il parle. La réalité, non, une chose c'est de dire la réalité. Mano Brown dit la réalité là-bas. Il peut me détester car il est un peu pro-pété. Mais je ne crois pas que Mano Brown soit le porte-parole du PCC. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'un des articles les plus attendus de tous les temps, même comme une phrase culte d'il y a 10 ans. Mec, la course présidentielle a commencé et on va inviter tous ceux qui sont prêts à s'asseoir sur cette chaise. On va inviter tout le monde. Je sais qu'il y a déjà des gens, je connais des personnes qui sont ici. Merci, waouh. On donne la parole à la droite brésilienne, à ceux qui sont neutres, à la gauche, à la droite, tout le monde est invité, comme lors des dernières élections municipales où nous avons invité, et certains ne sont pas venus, c'est ça. C'est ma faute. Zéro. Zéro, hein? Mon podcast peut être nul, le gars veut pas venir, ou alors mon podcast peut être quelque chose qui gêne ceux qui votent, on sait pas. Mais aujourd'hui, nous avons Renan Santos, je pense que c'est le 3e nom le plus important aujourd'hui dans la course présidentielle. Ouais, pour toi, c'est très significatif, mec. T'es le gars qui, soudainement, t'es devenu d'un coup le 3e nom dans la course à la présidence. Non. Non, c'est pas parce que je perds, je termine 3e. Non, d'accord, mais tu vois, t'étais le gars qui, je sais pas, il y a 20 ans, tu jouais à l'Atari, et maintenant, t'es le gars qui peut être candidat là-bas. Ouais, on peut dire ça, mais je ressens rien. Je suis un peu, je pense, enfermé dans mon monde, donc je pense comme ça. Je veux gagner, mais c'est pas suffisant. Je veux pas non plus avoir l'air d'un génie obsessionnel, c'est pas le cas. Je ne sens aucune odeur. Ronaldo. Voilà. Non, je ressens juste rien, d'accord? Je suis, chaque jour maintenant, c'est des sondages, tu sais, des sondages, je regarde, d'accord? Oui, c'est mieux, mais une fois dans le flux de travail, tu ne ressens plus rien, seulement des réactions et des idées. D'accord, on va discuter pour mieux comprendre qui est Renan Santos et les autres candidats ici, ainsi que leurs propositions, comme je le voulais pour Achismos TV. Et je sais que tout le monde, en fait, entre dans la course présidentielle pour gagner un kit de Insider. J'ai entendu parler de ça. Oui. Ces gens, oui, tu veux participer à des podcasts pour gagner quoi? Les kits. Ouais, exactement. En fait, moi, en tant que personne qui n'a pas de podcast, mais qui participe, j'en fais partie, il y a un groupe WhatsApp de personnes qui vraiment, non, on va gagner le kit de Insider, il y a celui bleu, un peu cobalt, très sympa. Exactement. Donc voilà, j'ai peur de te donner ça et de ruiner toute ta motivation à continuer dans la course. Bien au contraire, parce que l'idée de nous, le club des invités, qui passe dans des podcasts pour recevoir des choses d'Insider, c'est que tu complètes tout. Après, il y a les caleçons. J'ai compris. Donc, à chaque podcast, on va voir s'il va rester à la présidence et tu gagnes. C'est une loterie car on ne peut pas trop répéter. Alors, je vais faire comme ça. Je vais retirer une partie du kit et tu ne recevras que le caleçon si tu continues et tu reviendras pour gagner le caleçon. J'ai fait un bon mandat, caleçon. Sympa. Sympa, une politique d'incitation. D'accord? C'est une politique d'incitation, une méritocratie. Voilà le kit d'Insider. T'as gagné une crème, mais il n'y en avait pas. Tu vois, t'as vu? Je suis prêt, le gars à faire. Je peux partir, merci. Non. Le caleçon est encore là. C'est pour toi. C'est une élection et tu vas enlever ton caleçon. Le caleçon qui serre les couilles, c'est au cas où tu t'assois sur le fauteuil présidentiel. Pour t'asseoir, tu vois, il va y avoir beaucoup de lèche-cul. Alors, le caleçon doit faire effet. Parfaitement. D'accord? On peut continuer d'ici. Renan, mec, je te connais du MBL, je te connais comme fondateur du MBL et tu es toujours là, tu t'es toujours dans ce discours public. Je pense que depuis 2013, c'est peut-être là où tu es le plus apparu. J'ai commencé en 2013, puis le MBL en 2014, après avoir participé aux manifestations des 20 centimes en 2013. Ouais, et là, je commence à préparer l'embryon de ce qui deviendrait le MBL entre la fin de 2013 et le début de 2014. Et en 2014, on crée. D'accord. Tu participes à ce débat public depuis longtemps, au moins dans ce domaine. Depuis environ 12 ans, moi. En participant activement sur Internet, qui est selon moi la grande plateforme où tu es arrivé. Et maintenant, tu te présentes comme candidat. D'accord, ça fait quoi? 6 mois que tu as décidé de te lancer dans cette aventure? 7 mois? Allons-y. Tu crois vraiment que tu peux devenir président?
Pourquoi je te pose cette question? On dirait que je veux te... C'est quoi ton truc? Mais c'est presque comme ça. Aujourd'hui, on a un système, tu vois, où il y a Lula, il y a Bolsonaro, il y a une droite forte, il y a une gauche forte. Comment un outsider comme toi, ou n'importe qui d'autre, peut envisager la possibilité de contourner ça et d'entrer dans le système? Pour aider, comment passer d'outsider à insider. Insider, voilà, encore de la pub, et celui-ci est pour Renan. Tu gagnes un caleçon, allons-y. T'as gagné, félicitations, t'as gagné un caleçon. Ça valait déjà le coup de participer à l'émission. Ouais mec, première chose, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un acte d'audace, tu vois. Qui es-tu? Mec, t'es personne. C'est vrai, j'avais 170 000 abonnés sur Instagram quand j'ai commencé, j'avais même pas TikTok. Je faisais de bons lives quotidiens l'après-midi sur YouTube. Et ça, c'est en parlant en tant que Renan, le personnage d'Internet, tu vois. Mon travail a toujours été un travail en coulisses et un travail d'organisation de groupe. Je suis bien plus le PDG du MBL et du parti. J'aime créer, gérer des personnes, organiser, oser dans sa communication et montrer une direction. C'est mon objectif principal. Je suis un leader organisationnel, ce qui correspond en grande partie à la fonction de président de la République, politicien. Un bon politicien agit ainsi. J'ai fondé le deuxième plus grand magazine politique et culturel du Brésil, et le MBL. Je suis l'architecte d'une grande partie des positions et des innovations que le MBL a créées au cours des dernières années. Avec une excellente équipe de jeunes de la tech, j'ai créé tout le modèle de collecte de signatures pour le parti Missao. Bolsonaro a échoué, mais nous avons réussi. C'est amusant de voir des gens sur Internet dire que Renan n'a pas de diplôme, alors que j'ai fait la fac de droit à l'USP. Et vous qui m'insultez, vous avez fait quoi? T'as fait des études de droit? À l'USP. Et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté parce que je suis allé travailler. C'est pas que j'ai arrêté pour profiter de la vie, j'ai arrêté pour travailler. Il n'en a pas, mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un de capable. Bolsonaro et son équipe ont tenté de créer un parti sans succès, n'atteignant pas le tiers des signatures que nous avons eues, malgré plus d'argent. Nous, on met de l'intelligence dans le processus. J'ai toujours excellé là-dedans. Tu te considères comme un administrateur, là? C'est pas pour être sexy, pour me raconter. Je suis bien plus que ça. Créateur. Peut-être un peu idéologue. Encore moins une figure publique. Je n'aime pas ce rôle, ni faire le sympa. Je ne crois pas être très sympathique. Et toi, comment tu t'appelles? Et comment ça fonctionne en politique, n'est-ce pas? Parce que la politique, c'est l'art, d'une certaine manière, de créer des relations, y compris d'avoir des dialogues avec des personnes avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Quand tu crées le MBL, tu utilises un algorithme pour trouver des personnes similaires à toi, formant ainsi un groupe. Quand tu deviendras président, tu veux, bon, alors un poste exécutif, je ne sais pas, gouverneur à l'avenir et tout ça, tu vas devoir gérer le gars de gauche avec qui t'es... Ce gars-là est bon, mais c'est plus facile. L'ennemi déclaré est le plus facile à gérer. Parce que tu peux t'asseoir avec un opposant en comprenant que les limites existent déjà avant même de t'asseoir avec lui. Ouais. Le problème, c'est le traître, le faux ami, le faux allié. Et le Brésil est un pays qui déteste le traître, mais aime la trahison. On insulte le traître, mais on aime la trahison. Le Brésil est l'un des pays les moins fiables du monde. Et c'est la vérité. Des arnaques, tu veux dire? De tout? Le Brésil est un pays d'arnaques et de combines. Et le Brésil, c'est le pays du jeu du petit tigre qui cartonne. Le Brésil, c'est le pays des coachs qui vendent des formations en promettant que tu vas devenir riche. Au Brésil, beaucoup essaient constamment de tromper les autres, du politicien au type à la gare routière qui te vend un billet soi-disant gagnant. Comment éviter que les gens pensent que tu es ce genre de personne? En étant très honnête, au point de les blesser. D'accord. Raconte-moi-en plus à ce sujet. Par exemple, dans ma campagne, je ne promets rien. Flavio Bolsonaro, Lula offrait déjà la picanha, maintenant il donne aussi de l'électricité et un bon pour le gaz. Flavio promet un téléphone à chaque femme et personne âgée. Le calcul serait d'environ 100 à 100 quelques millions de téléphones portables qu'il va donner. Oui, cela coûterait cher, même pour un simple téléphone à 1500. On parle de plus de 100 millions par an, car les gens renouvellent leur téléphone. Cet argent n'existe pas. Et cet argent n'existe pas? Non, d'où va-t-il sortir cet argent? Plus de 100 milliards par an. Mais peu importe, il va inventer ça. Je vais dire, je vais rien donner à personne. Je vais pas te donner de téléphone portable. Bien au contraire, je vais devoir faire toute une série de réformes très difficiles. Je vais devoir faire une autre réforme des retraites. Je vais faire essentiellement une réforme de, c'est compliqué à expliquer ici, de désindexation des dépenses. Si tu veux parler en ces termes. Pour dire, regarde, le Brésil est le seul endroit au monde où l'on ajuste les retraites et les prestations comme le BPC en fonction de l'augmentation du salaire minimum. C'est le seul endroit. Ou alors, comment on ajuste ça dans le reste du monde? Eh bien, avec l'inflation, tu as une inflation, tu ajustes la prestation en fonction de l'inflation. Pour accorder un gain réel, il faut que le président, le Premier ministre ou leur ministère décide d'en attribuer un ici. Au Brésil, si tu augmentes le salaire minimum, automatiquement, tu augmentes la retraite.
et automatiquement, tu augmentes plusieurs prestations. Le problème, c'est que ces personnes ne travaillent pas. En ne travaillant pas, tu transfères le gain de productivité vers l'improductivité. Tu changes un gain réel en une énorme dépense qui s'accroît sans cesse. Chaque hausse du salaire minimum alourdit les dépenses publiques, alors que plus de gens partent à la retraite et moins travaillent, ce qui fait exploser les finances publiques. C'est pas populaire à dire, mais je le dis à ceux qui m'écoutent, je le ferai. Je recommande aussi à tous les présidents élus de le faire, sinon le Brésil fera faillite. S'ils disent le contraire, ils mentent. Je vais commettre des sincéricides. Je préfère être hué maintenant en disant ce que vous refusez d'entendre et être applaudi plus tard quand les comptes publics seront réglés, plutôt qu'être applaudi tout de suite et voir le Brésil finir en catastrophe. Mais disons que toi, Ronan, tu viens d'entrer, je vais mettre ici une projection, tu es entré. Mince, Renan, tu as 15% d'approbation, tu maintiens la tienne. J'irai jusqu'au bout. Je préfère être incompris et faire ce qui est juste. Incompris. Je refuse d'entrer dans l'histoire comme un populiste idiot. Je n'en ai pas envie et je ne suis pas là pour me faire des amis. J'ai pas envie de... Écoute, je veux pas être populaire. Je me soucie pas d'être populaire. Je m'en fiche. Si j'avais voulu être populaire à l'époque où Bolsonaro et le bolsonarisme étaient populaires, j'aurais flatté Bolsonaro. Au lieu de ça, je me disputais avec ces gars. J'en ai pas envie. Dans mon groupe, j'ai aussi des membres du MBL et des amis qui ne s'en soucient pas. Mais le MBL n'a-t-il pas, à un moment donné, un peu flirté avec Bolsonaro, peut-être au tout début? Pour être juste, il faut l'admettre. Au second tour de l'élection de 2018, oui. Au second tour, entre Haddad et Bolsonaro, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Non. Second tour. Haddad et Bolsonaro. Mais Nous sommes toujours restés critiques, même durant les élections. On savait que ce gouvernement serait très mauvais. Ceux qui connaissent Bolsonaro, ou ont parlé avec lui, ou Eduardo le savent. Mais vous avez essayé quelque chose du genre, regardez, on a du soutien ici, on a un poste ici? Non, jamais. Vous n'avez jamais eu cette vision. Jamais. Tu es, alors allons-y, disons-le ainsi, depuis 6 mois. Et pour être juste, ça n'est jamais venu d'eux non plus. Non seulement je n'ai pas été invité, mais je n'ai jamais demandé non plus. D'accord. Tu es donc depuis 6 mois, comme tu l'as dit, dans cette nouvelle vie. Donc avant, tu étais étudiant en droit. Ensuite, tu as fait tes trucs, tout ça, d'accord, puis tu as fondé ton parti. Tu as aussi travaillé avant, évidemment, tu as fait des choses. Et maintenant, tu es candidat. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Qu'est-ce qui a changé pour toi ces 6 derniers mois? Je n'ai plus de vie et ça m'empêche de dormir parce que je travaille plus que je ne devrais. Mais je dois vraiment beaucoup travailler parce que je pars avec du retard sur les autres. Je dois travailler plus. Mais comment est-ce que c'est la vie? Je pense que ce qu'on appelle les suppositions, c'est de voir les choses d'une certaine façon. C'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête. Comment fonctionne la tête d'un candidat à la présidence? À quoi ressemble sa vie? Je veux savoir comment c'est. Je comprends, Lula, c'est un vieux routier qui sait déjà faire. Toi, tu viens d'arriver. Qu'apprends-tu? Premier jour, tu vas être candidat à la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réuni avec des gens genre, Renan, tu dois aller à Masséia. Tu dis non, Masséia, j'y vais. Comment t'organises ça? Tu veux une réponse conceptuelle ou raconter la petite histoire? Comme tu veux. Alors, je vais commencer par la petite histoire. Quand l'équipe a dit « je ne voulais pas être candidat, mais choisir quelqu'un de ta catégorie ». Comment ça? Quoi? Danilo comme candidat? Oui, je trouve Danilo brillant, je trouve que Danilo est un mec super sympa. Je pense que c'est une personne décente. J'ai dit « mais Danilo est à un moment de sa carrière ». Tu lui as proposé? Déjà? Je me rappelle qu'il y en a eu, mais je pensais que c'était une blague. C'était pas une blague. C'était pas une blague. Cette projection indiquant Danilo en 3e position à la dernière élection. Oui, j'ai commandé un sondage. Pourquoi Danilo n'a-t-il pas avancé? Parce qu'il a sa propre carrière. Je comprends, mais il a envisagé Corbière? Non. Danilo n'aimerait pas. Je pense qu'au fond de son cœur, Danilo aimerait. Oui, Danilo est une personne très très juste, très honnête. Très droit, je pense qu'il ferait comme Paulo Massa, le mec. Déchirer dans les débats, dire les choses, tu vois. Oui. Parce qu'il a une intelligence verbale. C'est ça, c'est là que ça finissait. Toi aussi, t'en as. D'accord, je vais essayer de me mettre dans l'ambiance. Moi, président du parti. D'accord, on va tenir 6 mois comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout à coup, avec la dépression, je ne veux pas. Je ne veux pas aller à Manaus faire « je n'irai pas, je ne veux pas ». Mais continue, vas-y. Et alors, moi alors? Vas-y, c'est à toi, Renan. C'est moi? C'est moi, d'accord. Cannes, désolé, j'en mets un peu. Tu l'as dit à Danilo. Danilo, je vais le faire, putain. Non, ça n'a pas marché. Et l'équipe? Moi, en gros, j'ai dirigé la formation du parti pour notre groupe. Tout le monde disait « Renan, c'est un gars doué pour la gestion et le travail ». Parce que tout le monde me voyait déjà comme une sorte de leader. Maintenant, j'entretiens ça, tu vois. Ouais, sauf que ça, c'est devenu très public avec le parti. Genre, mec, il va y arriver. Bolsonaro n'a pas réussi. Aujourd'hui, pour créer un parti, si tu fais à l'ancienne vraiment, c'est environ 20 millions de reals.
c'est beaucoup d'argent. Il a essayé. Quel était le nom de son parti? Alliance. Alliance. Ça n'a pas abouti. Non, ça n'a pas marché. On a réussi avec peu, grâce aux dons et à la vente de livres en ligne. On a bien fait les choses et ça a marché. Les gens m'ont appelé Renan Bélezao. J'ai répondu oui, c'est moi. Il faut que je fasse campagne, mais je n'ai ni argent ni ressources. Que faire? Je vais parcourir le Brésil, parler de ses problèmes et montrer cela sur mon petit compte Instagram. J'espère que les gens donneront au fur et à mesure, que je gagnerai en notoriété et apparaîtrai dans les sondages. C'était le plan. Alors j'ai commencé, la première étape c'était au Ceará. Ceará. Pourquoi le Ceará? Il y avait une raison? Parce qu'il y a eu le meurtre d'une femme. Antônia Ione Rodrigues da Silva a refusé d'empoisonner la nourriture des policiers dans une école, comme l'exigeait le Commando Vermelho, qui l'a ensuite abattu. J'ai dit, mec, je vais inaugurer une statue à son effigie dans sa ville. Là-bas, avec le Commando Vermelho, nous avons inauguré la statue puis brûlé leur drapeau, car ils en installent partout. Dans le nord-est, c'est vraiment une occupation. Et là, j'ai commencé. Ensuite, je suis allé dans la presse, donner de nombreuses interviews et constater que je m'en sortais bien à l'oral. Je pense savoir bien parler en public, alors je me suis lancé, comme lorsqu'on apprend à faire du vélo. Alors tu te lances. Tu sors, n'est-ce pas, de l'inertie. Tu passes à l'énergie cinétique, etc. Oui, et tu avances. Jusqu'au moment où deux choses se produisent. Il y a déjà, une fois j'ai écrit un article à ce sujet, parce que toi aussi tu dois passer par là. C'est que l'Internet, plus encore que la télé avait ça, mais l'Internet là aussi, il y a un avatar numérique et il y a toi, celui qui va aux toilettes, prend sa douche, reste chez lui. J et CPF, oui. Mais il arrive un moment où, à mesure que tu vis à travers ça, plus qu'à travers des expériences concrètes dans la rue, tu commences à être défini par ça. L'avatar définit qui tu es, ce n'est plus toi qui le définis. Et le mauvais côté d'être le candidat, c'est que l'avatar définit tout et tu n'as même plus l'espace d'être toi-même. Alors, tu n'as plus de temps pour toi, tu n'as plus de vie personnelle, j'ai plus jamais vu mes parents, plus jamais ma nièce. C'est ça, je voulais te demander à propos de ta famille. Quand tu as décidé de prendre cette décision, ils l'ont bien pris? Et mes parents me voient comme un adulte, comme ça. D'accord, exactement. Papa, n'est-ce pas? Papa aussi. Si ça n'est pas, N'est-ce pas? Je suis foutu. n'est-ce pas? Le père de Fernandino Beiramar, c'est ça? Oui. Il est incroyable. Canon. Le père d'Orion a dit qu'il est canon. C'est pas quelque chose qu'on met. C'est pas pour le mérite. C'est pas un mérite. C'est pas un mérite, au moins ils n'ont pas peur. D'accord. Et puis, tu as commencé ce truc, tu as parlé du Commando Vermelho. Avant de commencer ici, j'ai même posé une question personnelle. Je t'ai demandé comment ça va? Tu as dit, mec, c'est dur. Je reçois des menaces, tout ça. Ta vie a beaucoup changé avec ce tournant. Qu'est-ce qui t'a fait penser, j'imaginais pas que ce serait ainsi? Dès que j'ai commencé à recevoir des menaces, alors que j'avais 1 ou 2% dans les sondages au début de l'année, je disais, écoute, je vais détruire les factions. Si c'était Fernandinho Beiramar, trop cool, moi, décoiffé en disant ça. Oui. Ensuite, avec 4%, les autres candidats à la présidence ont commencé à imiter le discours. Puis j'ai commencé à monter. Un sondage est sorti la semaine dernière avec 9%. Alors tu deviens un problème. J'ai été au Ceará récemment, j'y suis passé, mais il y a des groupes Telegram avec des membres de factions et aussi des groupes Discord. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, celui-là, je dois lui régler son compte. Dans quel hôtel il est? Sérieux? Là, ça commence déjà à changer de tournure. T'as reçu ça pour toi ou c'est comme Claudinho 16? Non, c'est pas ça, Claudinho 16. C'est juste que tu as Telegram, des groupes et des factions. C'est pas comme Al-Qaïda, ils sont pas aussi organisés. C'est un peu plus ouvert et plus simple, et c'est ça qui facilite. Disons que nous ne sommes pas encore devenus un narco-État. Parce qu'une faction comme le Commando Vermelho, elle est grossière. J'imagine que comme ça, Claudinho 16 est un gars qui ne sait pas écrire, un gars semi-analphabète à qui ils ont donné une mitraillette dans la main et WhatsApp, pas autre chose, pour qu'il puisse parler avec les gars. Il n'y a aucune rigueur dans la protection d'informations chez eux, c'est vraiment grossier, ils font la fête avec des mitraillettes. Bien sûr, ils se filment dans les stories et mettent l'adresse. Exactement, il n'y a aucune précaution, donc l'avantage de ça, c'est que tu peux être au courant. Le danger, c'est l'absence d'organisation. Tu peux mourir à tout moment. Exactement, c'est ça la chance. J'avais prévu que la police fédérale assurerait notre escorte, donc je viens ici avec 7 agents de la police fédérale, comme tous les candidats à la présidence. Si je gagne l'élection, ce sera merveilleux, car j'aurai la JCI-GSI, et je vais vraiment détruire ces types, je vais les abattre. Maintenant, si je l'ai pas, je le ferai quand même. Si je l'ai pas, je vais voir ces types et dire « Ah, j'ai vu ce gars, c'est cool, au bar, à traîner, bon échange », il n'y en a plus. Alors, au cas où tu perds, tu as une période pour présenter des excuses auprès de certains groupes ou même tu fais genre « Non, les gars, c'est pas comme ça que je voulais ». Dire « Ce n'était pas pour te tuer ». C'est cool, t'as tué.
Figure humoristique. Oui, mon amour, il y a une licence poétique là. J'ai compris, j'ai compris. Mais y a-tu quelque chose qui t'a fait penser? Je sais que cette question est nulle parce que tu vas dire, je peux pas dire que j'ai pensé à abandonner. Tu peux arrêter. Mais quelque chose où tu t'es dit, putain, Genre, va te faire foutre. Oui, il y en a. Oui. Oui, oui, oui. à 6 h du matin, faut y aller, embrasser l'enfant, manger un pastel. Ouais. Les pastels sont mauvais, hein? Il y a beaucoup de bons pastels. Mais il existe de mauvais pastels, tu sais. Je te regarde, désolé d'interrompre, je vous vois, toi et Bolsonaro, comme des figures, mais Bolsonaro n'est pas un outsider. Il vient de l'intérieur et a été député fédéral plusieurs mandats. Mais c'est ça, c'est pas le gars que tu imagines pour ce rôle, n'est-ce pas? Et tout à coup, mec, c'est inévitable, tu vas manger le pastel. Tu vas manger le pastel, tu vas devoir embrasser l'enfant. Et tu te demandes, putain, mec, Bordel de merde. Le truc, c'est que ma campagne n'a pas ça. Mais il y en aura. Tu crois pas qu'il y en aura? non. C'est différent. Renan, viens ici? Oui, pas Renan. C'est bien. C'est bien, c'est très c'est pas le profil de notre campagne. Mais ça va en arriver là, non? Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y arriver. C'est juste un modèle. C'est un modèle que tu répètes sans cesse. Parce que Bolsonaro le fait. Non, il l'a fait par choix, pas par nécessité. En résumé, tu vas organiser des événements populaires. Oui, tu peux adopter pendant l'événement l'idée de prendre plein d'enfants dans tes bras pour les embrasser. Tes parents viennent parfois avec leurs enfants à nos événements. Mais le parent ne s'attend pas à ce que j'agisse ainsi. Merde! Un père n'embrasse pas son propre fils juste pour l'emmener voir un politicien, mec. C'est ça qu'il fait. Mais bon, le gars y va, j'emmène le fils, moi il sait déjà comment je vais le traiter, et moi je sais comment il faut. Donc je vais pas adopter un vieux modèle. Je pense que j'ai pas besoin d'adopter ce vieux modèle. C'est pas ça qui va faire que je vais gagner ou perdre. D'accord. Mais tu comprends, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, ce qui me fait perdre patience, c'est, mec, l'électeur parfois. L'électeur. L'électeur, les choix de l'électeur, les incohérences. Maintenant, je vais donner un exemple. J'étais avec Donald Trump. Imagine la chose suivante. Donald Trump a envoyé 2 émissaires. S'il envoie 2 émissaires, ici, au Brésil, oui. J'ai même vérifié avec des sources que j'ai à la Maison-Blanche. C'est vrai, l'UNA ne fonctionne pas. Ils disent être très préoccupés par la démocratie au Brésil, mais créent une confusion qui aide Flavio Bolsonaro. Pour créer une confusion, d'accord. Donald Trump, la même semaine, il a parlé avec le secrétaire, il y avait son secrétaire au commerce, que le Brésil déforeste trop et crée une concurrence déloyale avec l'agriculture américaine, et que l'agro-brésilien a recours au travail esclave. La même semaine. Tout Brésilien de droite, devait dire « ce blondinet doit se le prendre là où je pense, il attaque l'agriculture brésilienne », qui est de droite. D'accord? C'est le minimum, non? Ouais. Voilà ce qui se passe. Aux États-Unis, même les morts votent. Tu sais qu'aux États-Unis, sans papier, tu y vas et tu votes. Tu te présentes là-bas et tu votes. Ouais, ça n'a aucun sens. La démocratie américaine est en retard sur la nôtre, même si la nôtre n'est pas parfaite. Tu veux dire que leur modèle n'est pas bon. Donald Trump arrive, sort ça, Jovem Pan et CNN demandent mon avis, je dis que je vais enregistrer une vidéo et répète ce que je viens de dire. Et là, tous ces bolsonaristes disent « bah Renan est un pétiste, il est contre Trump ». D'accord, j'ai compris. Mais je subis ça aussi, ce genre de choses. Parce que je sais pas si c'est de la bêtise, je sais pas si c'est de la mauvaise foi. Et plusieurs fois, j'ai cru que c'était de la mauvaise foi, mais c'était de la bêtise. C'est parce que Ça me donne l'impression qu'il faut avoir un bloc idéologique à 100% ici ou à 100% là. Et puis si t'aimes un petit truc d'ici, ben tu commences déjà. Mais le problème, c'est qu'il n'existe de solution à aucun problème. En achetant le paquet idéologique, la politique étrangère du gouvernement Lula a consisté à adopter celui des BRICS tourné vers la Chine. Et il l'a fait. Pourquoi Lula avait-il une opinion sur la guerre en Ukraine? Je n'ai pas d'avis sur la guerre en Ukraine. Nous perdons déjà contre le commando Vermelho. Pourquoi le Brésil interviendrait-il en Ukraine? En faveur de la Russie et de « j'ai rien à faire là-bas, donc je ne veux pas m'opposer à la Russie ni à l'Union européenne ». Mais Lula veut, car il doit acheter le paquet, alors que Bolsonaro devait acheter le bloc américain. Je me souviens, Bolsonaro a gagné et allait déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem, parce que Jérusalem appartient uniquement à Israël. Même Israël ne voulait pas ça au Brésil. Le Brésil était plus pro-Israël que Israël lui-même. Alors pourquoi faisait-il ça? Il faut avoir un discours, parce que c'est un discours de bloc. Et ça, c'est idiot, c'est pas fonctionnel. Et puis, le débat politique brésilien se contente de se ranger derrière des blocs, et quand un problème concret arrive, on n'arrive pas à le résoudre. Pourquoi? Parce que les États-Unis, regardez la sophistication de l'attaque des États-Unis. Les États-Unis ont repris des arguments que la gauche utilise contre l'agro brésilien, à savoir que l'agro déforeste, et que l'agro a recours au travail forcé. Ils donnent des excuses à Lula pour attaquer l'agro brésilien, qui concurrence les États-Unis, et s'en servent pour taxer le Brésil dans d'autres secteurs. La stratégie est sophistiquée.
Lula ne peut pas sortir en défendant ouvertement l'agro et Bolsonaro. Soit il se range du côté de Trump, soit il se range du côté de l'agro, qui était censé être en sa faveur. Bolsonaro, évidemment, va se ranger du côté de Trump, il va faire semblant qu'il n'y a pas eu ce problème. Moi, je compte résoudre le problème. Et alors, au lieu de voir la réponse d'une manière un minimum généreuse, les gens ne vont voir que le paquet. C'est soit de la grande bêtise, soit de la très mauvaise foi. Et le problème, c'est qu'on arrive à un moment où le Brésil est en train de vraiment se faire avoir à cause de ça. Et donc, mais tu as déjà évoqué ici à peu près 3 fois des choses que tu ferais, des choses auxquelles tu penses et tout ça. La politique brésilienne semble privilégier le vote pour des personnes plutôt que pour des propositions, surtout à la présidence, non? Je ne sais pas, c'est juste mon avis. Et t'es une personne qui est en train d'émerger. Lula est très bien défini comme un gars charismatique, comme ce type, je ne sais pas quoi, Bolsonaro aussi, et tout ça. Et toi, tu es en train d'émerger en frappant fort et tout. Il y a beaucoup de gens qui vont t'apprécier. Comment fais-tu pour atteindre ces 50 qui te mèneront au second tour? Parler de propositions, c'est intéressant. Et toi, Renan, en tant que personne, tu t'es déjà dit, il faut que je sois plus léger. Tu as une équipe qui te dit comme ça, Renan, dis moins de mal, commence à dire du bien de la vieille dame, parle moins de Trump, parle plus de je ne sais quoi. Comment fonctionne ce jeu? Oui, mais j'ai pas d'équipe de conseillers, j'ai un sondage. Il n'y en a pas beaucoup, on y va un peu au feeling, n'est-ce pas? C'est comme on enlève la montre et on met. Maintenant, c'est ça. C'est ça, on regarde, on teste, mais en quelque sorte, il y a une part inévitable de ce qu'on est. Tu sais, je suis moi et je ne pourrais pas éviter certaines choses qui font complètement partie de moi. Sinon, tu vas commencer à trop te transformer en personnage. Et là, tu deviens un avatar numérique. La politique n'est malheureusement pas faite pour ça. À force de concessions, tu risques de perdre qui tu es et à quel moment ce nouveau Renan s'opposera à l'ancien. Je ne veux pas, crois-moi, me perdre. C'est une conviction personnelle, une philosophie de vie. Oui, si je dois devenir quelqu'un d'autre, à quoi ça sert de faire tout ça? Sinon, c'est pas moi qui suis là. D'accord. C'est comme toi, je sais pas, ouais, c'est que je peux pas dire de gros mots. Ça vient de moi, de Renan, ouais, mais c'est comme si j'avais du plaisir sexuel avec l'organe masculin de quelqu'un d'autre, tu comprends? Si je dois être quelqu'un d'autre pour faire ce que je ne veux pas, pourquoi je dois le faire? Pourquoi je dois faire semblant? Pourquoi tout doit toujours être une question de faire semblant? Alors je veux pas, oui, c'est peut-être un peu naïf de ma part, peut-être, mais franchement, j'ai pas trop la patience. Non, j'ai vraiment pas la patience. Tu penses que tu étais plus naïve au début et qui t'a arrêté de l'être à mesure que le monde a changé politiquement? Parce que je pense qu'en 2013, quand tu es arrivé, tu l'étais beaucoup plus, non? Moi? J'étais plus faux qu'aujourd'hui. Tu crois? Je trouve ça bien, toi, j'étais plus... je pensais qu'on devait faire des concessions au nom de rassemblons la droite et l'antipétisme pour vaincre le PT. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il est apparu plein d'escrocs avec ce même discours qu'on entend partout, et c'est essentiellement ce qu'on appelle le bolsonarisme. Attention, je ne sais pas quoi. Ouais, la gauche ne fait pas cette concession, mec. Nous devons être nous-mêmes et nous devons être très honnêtes sur ce que nous pensons qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Continuer à mentir nous maintiendra dans l'ornière, comme le Brésil. Tellement que, voyez-vous, c'est paradoxal. Ils sont très différents les uns des autres. Le lulisme et le bolsonarisme sont tous deux impliqués dans les mêmes scandales, comme la corruption, le budget secret, l'INSS ou Bancomaster. Pourtant, sur Internet, ils se présentent comme ennemis. Je trouve ça ridicule, je n'arrive pas à être ainsi. Il faut de l'authenticité. Certains leaders politiques dans le monde sont authentiques, à gauche comme à droite. Ce gars avec la coccinelle en Uruguay, malgré tout, comment il s'appelle? Mujica. Il était authentique, c'était un gars très authentique, il est même pas de ma ligne politique, mais il était très authentique. Donc je pense que Milei est authentique. Oui, avec le où on va mettre... Trump est authentique. Trump n'est pas très authentique, mais il l'est tout de même. Je pense que Bolsonaro est authentique. Je pense que Sao Paulo l'est. Lula est-il authentique? Je trouve Bolsonaro authentique. Et Lula? Lula est authentique. Je pense que quelqu'un d'authentique, il a aussi du soutien. Et le système est hostile à l'authenticité. Qu'est-ce que tu observes à ce sujet? Parce que tu n'es pas dans le système. C'est ainsi, non. Mais la carrière politique, par exemple, te rend moins authentique. S'il se dit « Félicitations Merel, t'as pas été trop politique avec moi », aujourd'hui tu imagines clairement ce que je viens de dire, ça veut dire que tu l'as été, tu n'as pas posé de questions épineuses, que tu as, su être diplomate avec moi. Non, mais t'as compris le terme politique. C'est pour ça que je vais montrer une série de choses, genre t'es habillé en politicien, t'imagines un vêtement, tu t'es comporté comme un politicien, t'imagines un comportement, et ce genre de choses. C'est le gars générique, qui n'a pas d'opinion tranchée sur beaucoup de choses, qui parle avec tout le monde.
Ce gars-là, c'est le politicien brésilien typique, qui représente une grande partie des politiciens du Centrão. C'est-à-dire, le gars est un peu opportuniste, ce type-là, clairement, il est bon. Pour gagner une élection à la mairie, il fait des députés génériques, il dit bonjour, conseiller municipal, mais lui, il ne porte pas de grands projets nationaux. Je te donne entièrement raison, parce que le gars va arriver, il va avoir les États-Unis et une Chine qui a besoin. Lequel tu choisis? Tu peux pas être neutre et aider les deux. Tu vas devoir prendre une décision plus ferme. Je voulais justement te demander pour Collard, car il venait de l'extérieur, tu vois, il est arrivé. Il n'était pas authentique, non? Il n'était pas authentique. Collard faisait partie du système. Mais ce que j'allais te dire, c'est ce que je viens de voir, le documentaire sur Collard, qui d'ailleurs est très bon. Mec, je crois que c'est sur Globoplay, tu as eu l'occasion de le voir. Il y a quelque chose à laquelle je pense. Ils en profitent pour faire quelques bons documentaires, mec. Vraiment bien, je recommande. Si t'es né dans les années 80, c'est génial, ça vaut le coup, ça rappelle l'enfance. Et il y a un truc comme ça, Collard, il représentait un grand espoir de ce mouvement. Tu vois, on vivait pas une polarisation, mais c'était genre, mec, j'en peux plus de la polarisation. Modernisation du Brésil, La politique brésilienne m'épuise. c'était la dictature contre le groupe du MDB, la bande. Vive la démocratie avec les anciens politiciens de la dictature. C'était une sorte de polarisation, pas comme celle d'aujourd'hui. Mais là, Collard est arrivé comme le grand nom de ce changement, de ce renouveau, et il a échoué. Ça te met mal à l'aise d'être nouveau Collard? Et si Renan échoue, mec, j'ai eu confiance en toi, Renan. Collard a pris l'argent de l'épargne des gens, et toi, tu vas aussi me baiser? Ça te donne ce sens des responsabilités? Non, non, parce que moi, connaissant bien son histoire, ça n'a rien à voir avec moi. Mon échec se jouerait sur autre chose. Les gens ignorent ce que Collor voulait vraiment. Il promettait surtout de moderniser le Brésil. Ta voiture, c'est une charrette, non? Le type avait l'air très dynamique, il faisait du jet ski et du karaté. Karaté, jeune et beau gosse. Je ne suis pas sur cette ligne-là, ma voix est différente, c'est ainsi. Récemment, on nous a qualifiés de droite des paumés, des fauchés. C'est la droite du livreur d'iFood, c'est celle du gars qui a un petit commerce, tout ça. C'est le fameux Pauvre de droite, comme les gens disent, et en même temps du jeune talentueux, de la fille talentueuse qui n'arrive pas à avoir d'avenir. Dans un pays où l'on débat seulement de sujets absurdes, comme encore un débat Eric Elton-Nicolas, concernant les toilettes trans, franchement, on n'a même pas de toilettes reliées aux égouts. Il n'y en a pas. Mais il peut être ou ne pas être trans. C'est un discours de fou. oui. Et puis nous sommes devenus leur droite. Et c'est très différent. Mon pas déçu est très différent du ne pas décevoir du déçu. Tu penses que si tu étais un gars de gauche, tu aurais plus, disons, de visibilité médiatique? Oui, oui. En fait, si j'étais un gars de gauche, je serais vraiment un gars de gauche. Vraiment un gars de gauche. Alors pourquoi est-ce que je ne partage pas leurs valeurs? D'accord, ça n'a rien à voir avec ça, je veux dire, à propos de... Mais toi, tu as cette croyance. Que le système favorise, par exemple, la gauche plutôt que la droite, et que tu le crois. Surtout si tu es centre-gauche. Un peu moderne, comme Tabata, c'est waouh, la presse trouve ça génial. Parce que la vision dominante de la presse, c'est celle-là. C'est pas une gauche radicale, c'est une gauche genre toilette trans, mais ouvrons une start-up. Oui, et comment tu vas gouverner avec ces coups tout le temps, parce que la manipulation médiatique qui existe est très forte? C'est énorme, je vais bien m'entendre avec la presse. D'accord. Pourquoi? Parce que je ne traite pas mal la presse, même si je ne suis pas d'accord avec elle, et je serai très sincère avec la presse. La presse, c'est de mieux en mieux ce que nous voulons, même si elle manque parfois de connaissances ou conserve quelques clichés. Je ne vais pas rester là à dire que je vais virer, que je vais fermer Globo. Au contraire, la presse peut être utile pour un gouvernement de salut national. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans les grands médias. Je parle même des familles qui les dirigent. Et je pense qu'on pourrait s'accorder sur certaines choses qui seraient communes, du genre « Allons-nous détruire le crime organisé? Allons-nous éliminer les favelas au Brésil? Allons-nous résoudre la question économique du Brésil ?» Sur certains sujets, il n'y a pas à discuter, comme la sécurité publique, même si Globo n'est pas d'accord. Certains spécialistes soutiennent que les peines doivent être légères, qu'on ne peut pas construire de prison. J'ai dit que ça ne marche pas depuis 30 ans, on va tenter autre chose. Ne me dérange pas. Ici, on va rendre les rues plus sûres. C'est bénéfique pour tous, non? Essayez de construire cela avec la presse, sachant qu'elle devra me surveiller. Parfois, elle sera injuste. D'autres fois, elle attaquera. C'est la vie. Je ne pense pas que la relation avec la presse sera mauvaise. Beaucoup de gens disent que toi, c'est pas mon avis, mais beaucoup de gens disent que tu es même plus extrême que Bolsonaro. Tu as déjà lu ce genre d'opinion et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que, je dirais pas extrême, parce que le mot extrême, je suis en train de choisir, disons, de me desservir moi-même ici. Je suis un gars plus à droite que Bolsonaro,
c'est que je ne pense pas que Bolsonaro soit, même de loin, un gars d'extrême. Je pense que Bolsonaro est un gars du centre. Quelles sont les positions extrémistes du gouvernement Bolsonaro? Bolsonaro était sans doute très pro-corruption. Peut-être que le plus comportemental, c'est que les gens ont associé, n'est-ce pas, avoir un commentaire ou un autre, peu importe. Elles disent « mais son gouvernement est un gouvernement du centre, son gouvernement est un gouvernement du Tantrao ». Lula, non plus, n'est pas un extrémiste de gauche. Mis à part son soutien à des nations dictatoriales de gauche, son gouvernement est centriste. Alors, mais de nos jours, quand tu dis que tu es plus à droite que Bolsonaro, Je suis précis, mais les gens ne comprennent pas ma façon de parler. ils vont te traiter de fasciste. Ils vont le faire. Mais là, je dois l'être. Soit je suis précis dans ce que je dis, soit je vais parler, l'avatar va me parler. Non, je suis pas ce gars-là, je suis centre-droit. Les gens croient que Bolsonaro est radical, mais c'est pas le cas, tu comprends? Tu es un gars de centre-droit, tu te considères comme un gars de centre-droit, et Bolsonaro est un gars de centre-droit, c'est pour ça que tu es à droite de Bolsonaro. Exactement. J'ai compris. Et je pense que depuis quand appliquer la loi et l'ordre et éliminer les factions criminelles, c'est une chose d'extrémiste de droite. Alors, essayer d'ouvrir une faction criminelle en Chine, ça ne marchera pas, va dans un régime de gauche plus centralisé. Je vais donc dire qu'ils sont d'extrême droite. Aucun ne permet de céder une partie du territoire au narcotrafic. C'est insensé. Alors, pourquoi serais-je un extrémiste de droite? Pour cette raison. Pourquoi suis-je qualifié d'extrémiste de droite? Parce que je propose une réforme fiscale pour réduire les dépenses. C'est fou. Et pour le comportement, comment les gens perçoivent-ils Renan? J'entends presque jamais qu'il est libéral ou autre. Parce que je me souviens que tu as dit quelque chose une fois, ça a même fait polémique, que comment Renan, qui est un gars plutôt à droite, je me souviens que tu as parlé de champignons, quelque chose comme ça, du genre que tu en avais consommé. Je sais pas si tu avais essayé quelque chose comme ça. Les gens disaient qu'il est anti-drogue, mais en consomment quand même. Premièrement, concernant les champignons, la Cour suprême a statué que leur commercialisation n'est pas un crime ni une organisation criminelle. Mais pourquoi? Tu veux parler de cette question d'antidrogue, de trafic? Voici ce que je pense. Liberté individuelle, liberté. Individuelle, que le Brésil, à un moment donné, peut entrer dans une discussion sur la légalisation d'une drogue comme le cannabis. Ce n'est pas le moment, car les factions criminelles sont trop puissantes. Les affronter ne changera rien en disant « je vais réduire ou libéraliser le cannabis ». Le PCC tire ses revenus de la cocaïne exportée et blanchit ses profits en les réinvestissant dans la finance, les stations-service et divers secteurs. Il n'est donc plus question de ça. Cette discussion aurait pu avoir lieu il y a 40 ans. Oui, il reste un débat moral pour savoir si les familles veulent ou non la légalisation des drogues. Je pense que c'est une discussion ultérieure, mais je ne l'aborderai pas de façon moralisatrice, n'étant pas moralisateur. J'ai mon propre système de valeurs, j'ai des choses auxquelles je crois et d'autres auxquelles je ne crois pas. Je ne laisserai pas le moralisme s'installer au Brésil, ni l'obligation d'utiliser tel ou tel pronom, ni l'interdiction de plaisanter sur tel ou tel sujet. On ne peut pas faire tel commentaire, ça c'est du racisme structurel, du machisme, je ne sais quoi. Ça c'est du moralisme d'une religion civile, parce que c'est une religion civile. Elle n'a pas de Dieu dans le monde métaphysique, mais demeure une religion civile, moraliste, qui veut restreindre la liberté des gens. Je suis contre ces gens-là. Maintenant, si le gars est trans, si la fille veut fumer du cannabis et qu'un jour c'est légalisé, c'est vraiment pas un problème si c'est légalisé. Je vais pas faire la morale sur le comportement des autres. Je trouve ça chiant. Mais comment est Renan? Le roi Renan, c'est ce gars-là. Mais Renan, lui, il est genre, c'est un gars, disons comme ça, parce que t'es jeune. T'as quel âge? Moi, j'ai 42 ans. Mon âge? Merde, je t'avais mis dans les jeunes. Alors c'est foutu. Non, c'est pas jeune. Il vient de me foutre un coup. Jeune, c'est foutu. N'est-ce pas, mec? Aujourd'hui, on voit cette émission de Silvio Santos. Un gars de 18 ans, l'autre de 70. Je me sens jeune à côté. On a le même âge. On a encore beaucoup à offrir. Et moi, à mon âge, 42 ans, j'ai grandi dans une génération plutôt libérale. Hein? Libéral, exactement. Nous sommes la génération pour qui la liberté sexuelle des femmes est devenue la norme. Oui, on est un groupe un peu comme ça. Mec, notre génération a été celle du mariage comme un business, mec. C'est cool. C'est cool. Putain, on a essayé de la bœuf, mec. C'est ça, d'accord? C'est le millénaire, mec. C'est les millennials, la génération des millennials. La génération millénaire, c'est ça. Et j'ai toujours été ce gars-là. Je comprends que nous avons été naïfs de penser qu'une partie de ces programmes ne faisait pas partie d'un agenda politique qui cherchait à restreindre nos libertés. Au fond, une partie importante d'un programme que, en principe, bien sûr, je soutiens. Par exemple, je suis pour que deux personnes qui s'aiment puissent vivre ensemble et partager leur patrimoine. Je trouve que c'est autoritaire d'être contre cela. Maintenant, je ne savais pas qu'en défendant cela, je promouvais un projet politique. Et j'ai fini avec Erika Hilton, qui voulait faire taire toute personne utilisant un terme qu'elle considère comme transphobe. Tu vois, tu as ouvert la porte à A et tu es arrivé à Z très vite.
Franchement, je veux pas qu'Erika Hilton donne son avis là-dessus. Maintenant, je trouve tout à fait normal que les gays puissent se marier. Deux femmes veulent se marier civilement, qu'elles le fassent. Aucun problème. Elles se plaindront ensuite. Oui, donc c'est bon. D'accord. Maintenant, dans notre génération, il y avait peut-être une certaine innocence à ne pas voir le lien entre ça et, disons, des régimes semi-démocratiques qui apparaissent dans des systèmes démocratiques. Ce sont des dictatures de cour suprême, comme cela se passe en Europe. En Europe, vous ne pouvez pas, en Angleterre, parler de l'immigration parce que vous allez en prison. Si vous dites que vous ne voulez pas que tant de gens du Bangladesh viennent vivre dans votre ville et violent les filles de votre ville, vous allez en prison. Vous allez en prison. L'Angleterre est l'un des pays qui emprisonne le plus au monde aujourd'hui à cause des opinions. Comment les choses ont-elles pu aller si vite ? Je crois que notre génération a été un peu naïve face à la situation. Peut-être une confusion entre ce qu'est le conservatisme et ce qu'est une génération. Parce que toi, d'une certaine manière, tu te considères comme une personne conservatrice. À certains égards, oui. Sauf que tu es ce conservateur né dans les années 80, tu vois, qui est conservateur, mais a grandi entouré de gays, de marijuana, etc., tout en essayant de rester fidèle à ses valeurs. Dans ma vie personnelle, j'ai un profil que tu pourrais qualifier de conservateur, mais je ne suis pas du tout moralisateur. Oui, C'est très différent. Le problème, c'est que les gens confondent conservatisme et moralisme. le problème du monde, c'est que le problème, c'est d'être moralisateur dans n'importe quelle situation. Mais il y a beaucoup de conservateurs, de moralistes. Parce que Moula, et en fait, ils sont pas conservateurs. Dans la vie personnelle, et c'est ma plus grande critique envers eux tous, tu as même reçu ici quelqu'un qui a été interviewé, tu as évoqué son passé ici, je vais pas citer de nom, qui est, disons, Nicolas, n'est-ce pas ? Almir, qui était fan de diva pop, et maintenant il est très moralisateur. Moi, je ne supporte pas les moralisateurs. Parmi tous, Erika Hilton est une moralisatrice. Ce sont des gens qui ont un système moral et qui veulent l'imposer et dénoncer tout le monde. Je ne veux pas vivre dans un pays moralisateur. Oui. Je veux vivre dans un pays où nous avons des valeurs communes et que, lorsqu'il y a une différence, cette différence soit respectée. Pas imposée, respectée. Donc, parce que tu es quelqu'un de très ouvert sur ce point, tu entres maintenant dans un milieu comme ça. Ça n'a même pas encore commencé. Les élections vont commencer dans un petit moment. Ça va vraiment commencer à chauffer. Mec, je crois que tu viens d'une génération de la communication de WhatsApp. On va voir tes conneries dans un instant. Tout est déjà arrivé, non ? Tout est déjà arrivé. Toutes les merdes qui devaient arriver sont déjà arrivées. Ça fait déjà 10 ans que je me dispute. Je veux dire, des trucs comme l'audio d'Arthur, par exemple. Il y a eu une déclaration. Oh non, prenons tout, allons-y, faisons ce qu'ils vont dire. Renan a eu des entreprises saisies et a fait faillite, alors que moi, je n'ai jamais fait faillite. J'ai été associé, géré et travaillé dans une entreprise sans faire faillite, et j'ai travaillé dans la reprise d'entreprise. Il y avait un problème. Il est vraiment idiot. L'entreprise où il a travaillé avait des dettes. Petrobras est le principal débiteur fiscal du Brésil, donc son conseil d'administration devrait être criminalisé. Carrefour et d'autres grandes entreprises font aussi face à de nombreux procès au prud'homme. J'étais un entrepreneur honnête, sans dossier criminel. Ils voudront utiliser une blague que j'ai faite avec une amie lors d'un événement post-MBL en 2017-18. C'était une mauvaise blague, sortie de son contexte. J'ai dit que si le bar était nul, Barbara serait violée. Parce que j'imitais à ce moment-là, il m'avait mis sur une poubelle, tout le monde était un peu sous, c'était une fête privée. Il faisait semblant que j'étais un genre de barbare, qu'on marchait au milieu de la rue, devant la maison de Ingrid, Indugentina d'ailleurs, et là je disais, on est comme des barbares qui marchent dans la rue, on venait de se faire insulter, t'es en train de m'imiter. J'ai même dit qu'on allait mettre le feu aux voitures, qu'on allait détruire les bars, les gens qu'on aime. Ils ont pris ce passage et le diffusent, et vont continuer. Mais Barbara, mon amie, me défend publiquement. Renan est aussi mon ami. On fait juste une blague. Car ma thèse se confirme de plus en plus. Ainsi, il sera bien plus dur d'avoir un candidat qui n'aura pas peur des conneries, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Exactement. Parce que toute ta Vie. est enregistrée ici. Exactement. Tu n'es pas le seul gars parmi tous ces candidats qui a grandi avec Internet. Vraiment, tu es natif du numérique. Alors toi, putain, imagine si je devenais candidat au poste de député fédéral. Mais ils vont trouver des conneries sur moi encore et vont créer un putain de discours avec des contextes qui n'ont rien à voir. Ouais, il n'y a rien qui t'inquiète qui va sortir. Je pars de choses déjà sorties, tu vois. Il y a l'orgie de Renan, ça va pas faire le buzz, Nicolas. Il va bientôt découvrir ça, puis tu trouves pas que c'est une petite orgie? Pas toi? Ils disent qu'ici, quand tu as dit « je vais entrer dans ce truc, je vais tout effacer de mon WhatsApp », On efface toujours, pour des raisons notamment de sécurité de l'information. Oui, si quelqu'un prend ton téléphone, Mais non, il y a pas, on n'a jamais eu. Grâce à Dieu, mec. la tournée de Blonde t'a vraiment détruit.
Non, je pense que c'est même pas compromettant. Arthur dit que je suis allé en Suède pour draguer des filles, mais c'était pas que pour ça. Je suis parti en voyage, j'ai voyagé en Suède, parce que j'ai déjà voyagé dans plusieurs pays d'Europe. Certains ne veulent pas que tu sois président pour t'empêcher de voyager en Scandinavie. Cela les inquiète. Parce que diplomatiquement, je finirai par « Ont-ils peur que je les aide dans des accords commerciaux ?» Il va pas tout le temps en Scandinavie. C'est un autre accord avec le Danemark, avec... Nokia. c'est... Je conclus des accords chaque semaine, par exemple, avec Nokia. Quelqu'un sait pourquoi j'ai dit que j'allais mettre Ozempic dans le SUS? C'est déjà prévu. Il va tout le temps. Donc, ça sert à rien d'en parler, mais ce genre de choses, tu vois, parfois, j'ai un petit regret. Genre, t'aurais pu rester un peu plus silencieux à cette époque-là. Celle-là, c'était Arthur de Parle. Qui a parlé, mais alors, c'est toi qui prends? Non, ça ne retombe pas sur moi. Qu'a-t-il de mal à ce qu'un célibataire de 23 ou 24 ans voyage avec des amis, découvre des pays, rencontre des gens et sorte avec des femmes de façon consentie? J'en ai même fréquenté 2. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Oui, c'est mal. On n'est pas dans un monde si moralisateur qu'on va dire que c'est mal. Regarde ce qui s'est passé. Le pays du carnaval. Les gens fixent 1 semaine pour la débauche sans limite. Non, mon Dieu. Le gars a dit qu'il allait en Suède et que les femmes sont super belles, sérieusement. Voilà pourquoi, quand Jair Bolsonaro a gagné, j'ai compris que les gens ne cherchent plus la perfection, car il n'a jamais été parfait. C'est un homme qui a dit beaucoup de choses jugées absurdes, mais il est quand même devenu président. Donc, j'ai l'impression que cette figure politique du type irréprochable, ça ne marche plus aujourd'hui. À l'ère des médias numériques, ça deviendrait ennuyeux, je pense. Et tu te dis qu'il faut ajouter un angle plus polémique à la vidéo. Un angle polémique dans la vidéo? Oui, mais je vais pas inventer un truc que je ne suis pas. Par exemple, ma campagne pourrait peut-être être plus grande si j'adoptais une stratégie à la façon de Marsal. Si par exemple je restais là en planque, là où sont Lula, Flavio, pour les prendre sur le fait et filmer. Je ne suis pas ce gars-là, car en tant que président de parti, je cherche quelque chose de durable. Je ne veux pas être ce type-là. Tu as une stratégie, j'ai pas gagné, mais je me fais remarquer. Et pour se faire remarquer, c'était pas dans le sens de la vanité, mais dans le sens de montrer, tu vois. Il y a des gens qui savaient pas ce que c'était. Le MBL va être connu, il y a des gens qui vont peut-être voter pour Kim comme député fédéral. Je l'ai fait car il y a une sorte de pensée collective. Ou bien c'est vraiment ce que je veux être. Non, je vais expliquer pourquoi non, parce qu'il y aurait des personnes bien meilleures que moi pour faire ça. Parce que je suis pas exactement le type charismatique, je suis Renan. J'ai demandé, vous êtes sûr de faire ça? Vous êtes sûr? Alors allons-y, c'est parti. C'est une décision de qui? Du groupe. Le groupe l'a voulu. C'est logique. Renan, tu veux être président? Oui, j'ai toujours voulu, je suis né pour ça, je serai le meilleur. À ce moment-là, tellement concentré sur la création du parti, la collecte des signatures et la validation auprès du TSE, je ne faisais même pas attention à mon entourage. Après le jugement, le TSE a statué 7-0 en notre faveur. J'ai dit, waouh, tout le monde disait Renan. Va faire campagne et le faire maintenant. J'ai dit, on va voir, je vais appeler Danilo. Qui l'appelle? Tu prends l'avion maintenant, c'est toi, tout le monde, non! Cabarabo. Il n'y a eu personne au MBL qui a dit non, et j'ai dit, d'accord, ils ont décidé, mais non, j'y vais, je reviens, je remets là. Je sais que c'est bien de montrer qu'on a un grand plan, une grande stratégie, mais parfois il n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de grande stratégie. Parce que dans ma tête, je pensais que c'était non. Il n'y en a pas. Dans ma tête, oui. Honnêtement, je me suis dit que Renan faisait ça pour gagner une certaine notoriété nationale, ce qui serait bon pour son parti. Je dis que c'est une externalité, c'est-à-dire qu'on est élu, on fait élire une équipe. Si je fais un bon score et que je ne gagne pas, mais si je faisais seulement ça, j'adopterais d'autres stratégies. Je ciblerai la campagne uniquement dans les États où j'ai des candidats à la députation fédérale et seulement là où notre représentation parlementaire est bien plus faible, comme le Nord-Est et le Nord. Vous êtes encore faible pour l'instant. Je passerai plus de temps à Sao Paulo, au Paraná, à Rio de Janeiro. On a déjà des équipes capables de faire élire un député, mais je ne le fais pas. Je mène une campagne présidentielle pour gagner. Parce que moi, et c'est important pour la communauté des autistes sur Internet, ne m'insultez pas, mais je suis un peu autiste dans le sens où c'est pour gagner. Je ne pense qu'à ça. P-Fox, tu parles. Ouais, je regarde pas ailleurs. Je fais juste ça, c'est tout. Allons-y. Donc, j'ai pas d'autre plan que celui-là. Et je m'en tiens à ça. Et j'y crois vraiment. Et je serais vraiment déçu si j'y arrive pas. J'ai évoqué des fuites, mais tu dois t'amuser avec celles sur d'autres candidats en ce moment, non? Vorcaro est un peu en train de décider de l'issue des élections. Ouais, tu dois évidemment avoir pas mal d'informations internes, des infos d'initiés. Tu connais l'avenir. J'ai vu Kim en interview chez Villela. Tu es ce que Kim sait. Tu sais? Ici, oui, j'ai aussi suivi là-bas. Mais parce que, qu'est-ce qu'on dit tout le temps?
Oui, c'est échanger avec des journalistes, des avocats de grands cabinets ou des personnes en contact avec des personnalités politiques importantes. Quand tu t'approches du sommet, il a déjà les informations, non? J'imagine que tu dois avoir beaucoup d'informations sur des choses qui vont se passer d'ici 3 mois. Oui, oui, oui. Et ça, concernant Flavio, c'est très concret. Mais ce n'était pas seulement à propos de Flavio. Que Flavio a emballé une fille. Il a emballé une jeune femme. Une femme. Une femme. Oui, quelqu'un de connu. Une femme connue de la scène politique. C'est le moment où tu peux parler. Tu peux aller jusque-là. Oui, oui, il vaut mieux pas, n'est-ce pas? Parce que moi aussi, je voulais être dans le coin. Parce que force, Mauricio, courage. Il vaut mieux pas. Parce que ça commence par la lettre A. Le gars essaie A. B comme ça, parce que comme ça commence là, vu que j'ai pas eu accès au matériel, je ne veux pas être imprudent. J'ai accès à de nombreuses sources très crédibles qui n'ont aucun lien entre elles et elles ont affirmé exactement la même chose. Par des canaux différents, eux aussi crédibles, certaines ont vu. Donc je tends à croire que c'est vrai. Je vais faire quelque chose dans l'économique comme ça. Combien de choses vont se passer dont tu es sûr jusqu'au jour des élections, des rebondissements politiques, que tu sais déjà, tu en es déjà là? Certains disent sûrement, Renan, tu ignores l'audio qu'on a sur un tel. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de matériel sur Flavio, de toutes sortes, des plus variés. Une campagne de Lula essayant de calmer l'élection. Lula a besoin de deux choses. Il doit réduire un peu son taux de rejet et il doit détruire Flavio et empêcher que moi et Caiado, l'un des deux, montions. Pour lui, c'est le scénario parfait. Donc un scénario d'élection calme autour de lui, personne ne parle de lui, et au bon moment, pendant l'élection, il attaque Flavio. Beaucoup de choses concerneront Flavio à Rio de Janeiro, car il était ami avec Bacelar et fréquentait les THGs, ce que les gens ne comprennent pas toujours, car c'est un problème au Brésil. Ce sont les hommes du Commando Vermelho. Les TAJ font partie du Commando Vermelho. Ce n'est pas il fait partie du Commando Vermelho. Il faisait partie du groupe de Flavio. Bacelar était l'opérateur politique du Commando Vermelho à l'Alerge. Ce n'est pas mon opinion, c'est celle de la police fédérale. Oui, récemment, Canella de Montbelfort-Oxo possédait des mitrailleuses chez lui et travaillait avec le Commando Vermelho. Et la milice aussi. Des informations vont sortir sur Flavio et Dosti, notamment liées au bureau. Pour Flavio, des documents concernant le scandale du NSS ont déjà été trouvés. Willard Thomas, son avocat proche, fréquentait le chauve du NSS et Everton Rocha. Des informations à ce sujet vont sortir, ainsi que sur Master. Tout est planifié. Il est prévu qu'il et Lula cherchent à m'écarter des débats. Donc ils sont déjà en train de négocier avec les chaînes de télévision, parce que c'est comme ça, il y a... Qu'il faut avoir un groupe parlementaire, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ça, j'ai pas un nouveau parti, mais les chaînes de télévision veulent m'inclure. Parce que je suis troisième dans les sondages. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et alors, mais là, ils veulent faire. D'accord. ils vont vraiment trouver une manœuvre pour t'en écarter. Ils peuvent dire, s'il y va, pas nous. J'ai compris. Ce qui peut très bien arriver. Oui, pour Lula, ça n'a pas de sens. Et pour Flavio non plus, avec moi là-bas. Alors pour lui, ça a du sens de fuir. Mais il se peut que les missions tiennent bon. C'est déjà arrivé d'autres fois, oui. Lula ou Bolsonaro, tu préfères qui là-bas? Moi, aucun. Qui est-ce que... j'ai pas rencontré Lula en personne. Je vais parler politique, pas de sa personne. J'ai pas rencontré Lula en personne. Ouais, donc j'ai rien à dire sur lui. Mais oui, j'ai rencontré, quand j'avais 5 ans, à la finale du championnat brésilien 89, Sao Paulo contre Vasco. Mon père soutenait Sao Paulo, j'y suis allé au Morumbi. Sao Paulo a perdu à cause du but de Sorato. À l'époque où Vasco était fort. Ouais. Le célèbre but de ça, cette équipe comptait encore Bismarck. Oui, oui. Oui, Lula est allé soutenir Vasco, son équipe favorite, au cas où vous ne le sauriez pas. Les Corinthians sont son équipe officielle. Oui, mon père l'a croisé alors que j'étais sur ses genoux. Il a dit « Celui-ci, c'est Lula. Dis-lui ce que papa dit à la télé. » J'ai répondu « Va te faire voir. » Il a dû me prendre à cet endroit-là. J'étais enfant, tu vois. Lula a juste regardé. Ça m'a marqué, j'ai trouvé ça héroïque, tu vois, genre « Waouh, je suis Jaspion. J'ai fait un truc héroïque. » Mais c'est ma seule expérience avec Lula. Bolsonaro, je le connaissais, c'est un gars très sympathique dans ses rapports avec les gens. Tu parles de Jair? Jair. Jair est très sympathique. Et Lula, on dit que les deux sont charmants dans leur rapport avec les gens. Autant Jair talismâticos, N'est-ce pas? C'est pas le cas de Flavio. Ouais, ce que je ressens pour eux deux, j'ai de la colère. J'ai de la colère parce qu'ils encravent quelque chose qui pourrait être très grand. Je trouve que cette obstruction est horrible. Et le fait que les gens permettent cela me frustre énormément. À l'avenir, un second tour opposera Lula à Flávio. Bolsonaro sollicitera le soutien de Renan. C'est là que j'ai parlé de l'hyperfocalisation. Je ne travaille pas avec... Je n'imagine pas une hypothèse où je ne serai pas au second tour.
Parce que si j'imagine c'est que qui... Tu préfères affronter. Moi, Lula. Lula. Là, c'est glorieux, non? Là, c'est histoire, tu vois, d'accord? Écoute, j'ai quelque chose ici que j'ai fait, c'est comment tu réagirais. Je pense qu'il y a beaucoup de discours en ce moment, mais je voulais voir concrètement ce que tu pourrais faire, juste un exercice de supposition. Sans conneries sur le multitâche. Sans conneries, comme ça. Allons-y. J'ai quelques situations typiques de président et je voudrais savoir comment tu réagirais. Allons-y, le Congrès. Parce qu'une chose, c'est que tu es là. Le peuple, le vrai peuple t'a élu. Le vrai peuple aime Renan. Renan a été élu. Bam! Premier jour, fête. T'as pas déjà une première dame? Non. Tu dois choisir une première dame. Tu sais déjà qui? Ouais, c'est ça. C'est un travail à faire. Comment ça se passe, ce Tinder de première dame? Tu cherches? Non. J'ai deux choses. C'est suédois. Non, c'est dans l'application? Non. Oui, il y en a. Donc, Il y a des femmes qui apparaissent en disant « Salut, je voudrais être première dame, excusez-moi. Monsieur Ronan, sur Instagram, ça revient souvent. Je trouve cela compliqué. Oui, elles envoient des flammes. Une première dame qui envoie des petits feux, ça fait beaucoup d'effet. Feu. C'est pas digne d'une première dame, merde. Une première dame qui envoie une aubergine à un homme, ça fait mauvais genre. Ce n'est pas digne d'une première dame, non? D'accord, mais il faut y aller. Tu dois chercher une première dame. Oui, c'est impossible. Parce que j'ai relégué. Prends samedi. Pour cela, j'ai délaissé ma vie personnelle. Je veux pas prétendre me sacrifier, mais oui, c'est juste ma vie personnelle. Ma copine n'a pas supporté. Et elle est avec Flavio Bolsonaro. Non, elle apparaît dans la vidéo de Flavio Bolsonaro. C'est évident. Allons-y. La situation est la suivante. Vous êtes arrivé, président, premier jour, c'est super, la joie, le cigare, tout ça. La journée commence, le travail, tout ça. Le lendemain, non, pas le lendemain, disons plutôt un mois, tu te sens comme ça, mince, je suis Renanzao, je suis apprécié, non? Maintenant, le Congrès est là. Le Congrès bloque pratiquement tous tes projets. Ouais. Il y a plein de projets où le Congrès dit « Renan, bonjour, c'est pas comme ça. Tu es sur le point 2. Pour clarifier, je n'ai pas encore pris mes fonctions. Tu as pris. J'ai gagné. Tu as pris. » D'accord. Parce que je dis ça, parce qu'on pense que le meilleur moment pour le président, c'est le premier jour, je crois. Non, je ne sais pas si ce sont les 6 premiers mois. Il y a une certaine générosité. Non, mais la première heure comme président doit être géniale. Non, tu restes là, sous le soleil, à la cérémonie d'investiture. Soleil de janvier à Brasilia, mec. C'est un peu nul, quoi. C'est nul, mec. Mais bon. Avançons de 6 mois. T'as plein de sujets, d'idées. Tu crois que le monde est tout rose, comme tu l'as dit. Je ne pense pas, d'accord? Hein? Je suis très terre à terre. Non, maintenant tu l'es. Mais président, à ta première présidence, le Congrès bloque tes propositions, celles dont tu as parlé. Mince, le Brésil veut ça. Tu négocies des postes. Jusqu'à où tu vas? Encore une fois, sans hypocrisie ni blabla. Je vais éviter qu'on en arrive là. Oui, à partir du moment où j'ai gagné l'élection, j'ai gagné, je ne me suis pas fait écraser, j'ai gagné l'élection, c'est-à-dire en octobre, le lendemain, je vais faire quelque chose qui se fait dans les régimes parlementaires, c'est-à-dire qui veut former un gouvernement avec moi, je vais appeler tous les groupes parlementaires, vous allez adopter une résolution. C'est un document officiel du parti. J'ai gagné l'élection en le défendant, alors pour former un gouvernement avec moi, vous, destruction totale et complète du crime organisé, réforme fiscale, résolution des problèmes du pacte fédératif, ça c'est un bon sujet, bon à discuter, réindustrialisation du Brésil, agenda de compétitivité, changement dans le système éducatif, dans le fonctionnement du système éducatif brésilien. Voilà l'agenda. 30 points, 14 points, autant de points qu'on veut. Eh bien, hier, j'ai monté ça. Fais voter une résolution par ton parti pour défendre cela et tu rejoindras mon gouvernement. Cette résolution s'impose, ton groupe parlementaire votera avec moi. Je t'appelle à rejoindre le gouvernement. La lettre, rendue publique devant la presse, montre que nous formons une majorité. Mais je suis du MDB et je suis majoritaire ici et je vais te foutre dans la merde. Si tu ne me donnes pas de poste, mec, j'ai besoin d'un poste là. Le ministère de la Pêche, aucun problème si le parti signe une résolution et propose de bons profils pour former le gouvernement avec moi. Parce que, malheureusement, c'est notre modèle démocratique. Et maintenant, toi, juste, d'accord? Au Japon ou en Allemagne, dans un régime parlementaire, une coalition de partis prend en charge des secrétariats d'État et administre. Le problème, c'est que notre régime est présidentiel, avec un mélange de parlementarisme ici. Il faut être comme ça. On gagne une élection présidentielle et ensuite, on doit gagner une élection au Parlement pour obtenir une majorité. Voilà la question à ce sujet. Dans le parlementarisme, la majorité est obtenue au Parlement avant de former le gouvernement, ce qui est bien mieux. Mais notre régime est horrible, d'où notre manque de gouvernabilité. Ce que je vais faire, c'est supposer que c'est un régime parlementaire et adopter la logique parlementaire de, appelons-les... Le Brésil n'avance pas à cause de ça. Le gars, il est élu à l'exécutif et ensuite il se retrouve dans une lutte. Oui,
La gauche contre la droite. Je ne veux pas me battre. Je te le dis, je ne veux me battre avec personne. Je ne vais pas rester, je ne vais pas me battre. J'ai besoin de gérer le Brésil. Je dois éliminer le crime organisé et régler les finances du Brésil pour améliorer la vie des gens. Tu veux voir? Si je règle le crime organisé et les finances publiques, les gens pourront acheter un téléphone sans s'endetter et marcher sans se le faire voler, ce qui est aujourd'hui impossible au Brésil. Oui, tu t'endettes pour cette chose et tu risques de te faire voler dans la rue. Si je résous ça en 1 an, je deviendrai le président le plus populaire de l'histoire. Et c'est quelque chose de très simple. Le Congrès devra accepter ce programme simple. S'il refuse et reste dans l'impasse, nous y serons bloqués 4 ans et je serai en conflit avec lui. C'est bien pour lui de rester ainsi. Écoute, nous n'avons pas censuré Renan. Il est ici pour prouver qu'il s'agissait d'un ajustement, pas d'une censure. Avec une arme, n'est-ce pas? En touchant son téléphone, le micro s'est déconnecté. Donc, tu parlais de la partie où si les gens pouvaient se promener avec leur téléphone portable, ton gouvernement serait le plus populaire de l'histoire. C'est vrai. En résolvant la question fiscale, donc les dépenses publiques qui entraînent des taux et impôts élevés, on permettrait aux gens d'acheter un téléphone sans s'endetter, alors que tous les Brésiliens sont endettés. En réglant le crime organisé et la sécurité publique, tu éviteras le vol. Donc, l'expérience unique d'acheter quelque chose d'aussi évident que ça, qui aujourd'hui est nécessaire pour vivre, et de marcher dans la rue sans se faire voler, c'est une expérience qui est interdite aux Brésiliens, elle leur est refusée. Le premier président qui résoudra cela sera très populaire. Je veux régler ça dès la première année. Oui, Oui, ça doit être la première chose à faire la première année. la sécurité publique serait la... La sécurité avec un agenda fiscal. Parce que si tu règles les dépenses au Brésil, il y aura plein de syndicats qui vont se battre avec moi, mais si tu règles la quantité de dollars et d'argent du secteur privé brésilien qui va entrer pour qu'on puisse investir dans les infrastructures, ce pays va devenir un immense chantier. Parce que la loi sur l'autorisation environnementale a été adoptée. D'ailleurs, Kim en était le rapporteur. Kim et Nery Geller. Et donc ce projet, il a facilité la réalisation des travaux. Avec une bonne législation pour réaliser des travaux et l'arrivée de capitaux à des taux d'intérêt plus bas, le Brésil connaîtra une croissance économique et améliorera ses infrastructures. Chemin de fer, routes, ports, aéroports, silos de stockage de céréales. Qui est-ce que tu admires parmi ces gens qui sont aujourd'hui dans la nouvelle politique? Par exemple, tu as parlé de Milei, Trump. Tu vas prendre à faire. Moi, sinon. J'aime pas Trump, non. Je suis très sincère. Mais y a-tu quelqu'un que tu admires parmi ces gens-là? Bukele est un bon président. Ce qu'il fait pour l'estime de soi de son peuple est sensationnel. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je n'adhère pas à tout non plus. En parlant comme ça, Qui est-ce que vous... J'aime bien Millenniaux pendant sa campagne. Il a commis ces 16 styles que je commets. Voilà, je vais faire ça, c'est impopulaire, mais c'est nécessaire. Il faut le faire. je pense que c'est supprimer des postes et tout ça. Oui, Il a aussi mené des réformes impopulaires. Oui, il l'a fait. Un gars qui part en campagne et promet une réforme impopulaire a du cran. d'habitude, les réformes impopulaires sont faites par le vice-président, non? C'est le vice-président. C'est le gars qui ne dit rien, qui reste discret. Moi, je suis... Millenniaux a dit en campagne qu'il ferait tout, en prévenant que ce serait difficile au début, mais ça marcherait. Quel politicien fait ça? C'est rare. Il mérite d'être connu. Oui, moi aussi, je fais ça. D'accord. D'autres dirigeants. Je peux parler de dirigeants locaux, mec. J'ai découvert le travail de Mauro Mendes, ancien gouverneur du Mato Grosso. Un sacré boulot. Un sacré boulot. Il y a déjà eu d'autres beaux gouverneurs. Hartung, Paulo Hartung de l'Espírito Santo a fait du bon travail. Donc tu trouves de bons exemples là-bas. Je pense que dans le débat public, par exemple, Ciro Gomes est extrêmement intelligent. Il est venu ici et il est vraiment sympa. C'est un gars bien, vraiment exceptionnel. Je veux dire, un gars qui aujourd'hui est au PSDB, non. Il est revenu, non. Mais c'est aussi un gars qui est à gauche aussi. On considère même qu'il est plus à gauche que Lula, beaucoup de gens même. Je le trouve plus à droite que Bolsonaro. À chaque instant, je dis une chose différente. C'est un bon gars, je l'aime bien. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Et il manque des gens comme lui. J'ai connu Mauro Mendes, ancien gouverneur du Mato Grosso, et aussi Ciro. Les deux sont très intelligents. On devrait donc avoir des gens intelligents qui ne craignent pas d'être catalogués. Les gens intelligents, parfois, prennent des risques et se trompent. Oui, parce qu'ils veulent essayer quelque chose de nouveau. On a désespérément besoin de gens intelligents. On n'a que... Mais on achète le discours. Regarde, il y a ici quelque chose, c'est que la Cour suprême est un grand sujet actuel. Allons-y. Elle a pris une décision que tu considères comme erronée.
Comment réagis-tu sans provoquer une crise institutionnelle? Eh bien, cela dépend de la décision qui a été prise et de sa nature. Si une question est purement constitutionnelle, je peux être en désaccord, mais cela relève de la Cour suprême. Je respecterai tout en exprimant mon désaccord publiquement et pourrai demander à mon groupe parlementaire au Congrès de voter pour annuler cette décision. Une décision autoritaire, disons-le comme ça. Voyons voir, prenons un exemple, prenons un cas concret que j'ai déjà cité à plusieurs endroits. C'est le suivant. Je suis en train de monter dans une favela pour détruire le Commando Vermelho. Je vais prendre le DOCA, là à Rio de Janeiro. Ensuite, le parti Rede de Sustentabilidade dépose une ADPF devant le STF. Chandao intervient, signe et m'interdit de le faire. Oui. Je n'obéis pas. Je ne vais pas obéir. Qu'il m'arrête, je n'obéirai pas car c'est illégal. Défendre l'intégrité du territoire brésilien est une attribution constitutionnelle du président de la République. Le Commando Vermelho est là-bas. J'ai vu une décision prise d'un trait de plume interdisant un acte constitutionnel, c'est vraiment honteux. Je ne veux commettre aucune illégalité, ni violer les droits de l'homme, mais je veux remplir l'obligation présidentielle. Oui, quand le STF a validé l'ADPF des favelas, elle a pratiquement interdit de détruire le crime organisé dans les favelas. Nous n'allons pas respecter une décision qui est illégale, parce qu'une décision illégale ne se respecte pas. Si vous continuez à exécuter des décisions illégales, vous admettez qu'ils sont des dictateurs. Je ne veux pas de crise, seulement que chacun assume son rôle, moi compris. Sujet sensible, allons-y, le dollar s'envole de 40 en un mois. Que fais-tu pendant les 48 premières heures, Renan? Je vais écouter mon équipe économique et je ne prendrai aucune décision précipitée juste pour satisfaire, par exemple, l'empressement médiatique de « Oh, je sais pas, je vais dépenser toutes mes réserves de change, juste pour faire du bruit et calmer la situation. » Non, je dois comprendre ce qui m'a rendu si fragile pour que, à cause d'un événement, le dollar ait grimpé. Je ne peux pas avoir un gouvernement aussi fragile. Tu as déjà cette équipe, tu es déjà en train de discuter avec ces gens-là? Je suis en train de la constituer avec Kim. En fait, mon plus grand problème aujourd'hui, enfin c'est même pas un problème, mon plus grand défi maintenant, c'est de rendre publique l'existence de cette équipe et de les faire quitter les entreprises où ils travaillent, parce qu'il y a de grandes personnes. Ce ne sont pas forcément des gens du domaine politique. N'est-ce pas? Non, nous venons du domaine économique. Mais c'est vraiment une très bonne équipe. Ce sont juste des personnes qui occupent des postes importants, des secteurs sensibles, et maintenant elles sont ici, il faut qu'on les rassemble, mais on va constituer une équipe de choc. La meilleure chose, c'est que contrairement au Posto Ipiranga, je n'ai pas à dire que je vais avoir un bon gars à l'économie, parce que moi-même, je ne sais pas le défendre, ou que je n'y crois pas. Moi, j'y crois. Je peux déjà prévoir ce que je vais faire avant d'appeler quelqu'un. Donc en général, tu vas te retrouver exposé à une attaque spéculative, ou alors tu as une fragilité tellement grande du point de vue fiscal ou du change que ça a fait exploser le dollar. Je n'ai pas l'intention de me retrouver dans une telle situation. Je pense que si j'arrive au pouvoir, je ne prendrai pas de mesures populistes pour résoudre le problème. C'est, je sais pas, utiliser tes réserves juste pour dire que... Mais tu as tendance à déléguer parce que, d'après ce que j'ai compris, tu as tendance à déléguer. Bien sûr. Parce que beaucoup de gens pensent que le président est ce gars qui sait tout. Beaucoup de gens pensent que le président appuie sur tous les boutons tout le temps. Mais c'est pas comme ça. Et est-ce qu'il y a un domaine où tu te dis, mec, là, je maîtrise vraiment pas? J'aimerais vraiment apprendre ça. Je pense que je peux pas n'y connaître absolument rien, quel que soit le sujet. Mais je ne peux pas être, quelque chose d'encore pire, le gars qui pense tout savoir sur tout. Je dois bien comprendre certains sujets, notamment l'articulation politique et l'histoire du Brésil, et avoir une thèse solide sur ce pays. Les aspects économiques et sécuritaires sont plus simples. Je dois comprendre certains domaines spécifiques comme quelle est votre politique de vaccination pour, je ne sais pas, comment allez-vous combattre le chikungunya? Moi, je ne suis pas expert de chikungunya, tu comprends, mais je sais que le système unifié de santé est bon et qu'avec la technologie et une bonne gestion, il va beaucoup progresser. Je pense que nous pouvons faire mieux ici et ensuite, il faut s'y tenir. Nous aurons une équipe technique pour s'en occuper et je vais déléguer. allons-y, je vais te dire quelque chose qui t'intéresse. Une faction contrôle une capitale brésilienne pendant une semaine. Dans quelles conditions l'armée doit-elle être déployée? Si une faction a pris le contrôle d'une capitale brésilienne, je vais mettre cette capitale brésilienne en état de siège ou état de défense, circonscrit à cette zone. Comme la GLO de Michel Temer quand il a lancé l'opération dans les favelas de Rio. Autrement dit, il a mis la GLO seulement là. Oui, et pas dans tout le Brésil. Tu vas dire Renan est autoritaire, il veut imposer ça au Brésil. Non, ce n'est que dans cette zone. Et là, je vais utiliser la force policière, parce qu'elle a l'expérience du combat et comme force auxiliaire aux forces armées. Par exemple, imaginons qu'ils aient pris Rio de Janeiro. Et c'est très drôle parce qu'ils ont déjà pris Rio de Janeiro. Oui, bien sûr, il a déjà vraiment pris Rio de Janeiro. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, nous allons mettre les forces de combat, les forces de police de Rio de Janeiro
Je peux faire venir d'autres forces auxiliaires pour reprendre les espaces occupés par le crime organisé. En parallèle, je peux déployer les forces armées pour assurer la protection et la présence dans la rue, comme la police. Mais seulement de façon auxiliaire, car de manière intensive, ceux qui ont le plus d'expérience du combat sont les forces de police. Les États-Unis exigent que le Brésil choisisse entre eux et la Chine. C'est quelque chose de très proche, n'est-ce pas, dans un accord stratégique. Comment répondez-vous à cela? Quelle serait la décision de Renan président? Ça devrait être le principal sujet de discussion de la campagne. Parce que c'est ça, oui, C'est ce qui va se passer. c'est ça qui va se passer. Ou d'un côté, il y en a qui aiment seulement la Chine, d'autres aiment seulement les États-Unis. Ce sont les deux. Et je pense ceci. Qu'est-ce que les États-Unis nous proposent concernant les terres rares? Regardez, pour que les gens comprennent bien le sujet. Le monde vit deux révolutions, celle de l'intelligence artificielle et celle de l'industrialisation moderne avec les terres rares. Les deux sont liés d'ailleurs. Vous n'aurez pas de semi-conducteurs sans terres rares, et les semi-conducteurs, les puces, les cartes Nvidia, tout ça, tout va vers l'IA. La révolution de l'IA et des terres rares est en marche. Le Brésil a-t-il une technologie dans ces domaines? Non, aucune. Le Brésil est-il à la pointe de cela? Non, il ne l'est pas. Maintenant, l'infrastructure mondiale nécessaire pour produire cela doit passer par le Brésil. Énergie pour les centres de données, espace pour les centres de données. C'est absurde. Comment ça? À l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai failli dire « Brésil vient ici pour devenir la puissance mondiale ». Cela nous aidera vraiment si on installe une infrastructure adaptée en profitant aussi de l'avantage du câblage. Si un câble en fibre optique relie les États-Unis à l'Europe via Fortaleza, nous sommes bien placés et disposons d'une énergie propre. Investissons et acquérons une infrastructure essentielle au monde. Elle favorise accords internationaux, échanges technologiques et transferts, nous intégrant ainsi au jeu. Le pouvoir est entre nos mains. Exactement. Les terres rares aussi. Imagine, la Chine possède, je crois, 70% des réserves et 90% du traitement des terres rares dans le monde. Les terres rares traitées en Chine sont envoyées aux États-Unis et deviennent des composants des avions de guerre américains. Donald Trump a lancé la guerre tarifaire contre la Chine, qui a alors menacé de ne plus envoyer ses composants. Il n'y a plus d'avions de guerre américains. Donc les États-Unis paniquent. Ils ont lancé US Rare Earth, une entreprise américaine de terres rares. Je suis nul au football, c'est Earth en anglais. C'est difficile avec un accent campagnard. Et ils sont en train d'acheter des parts, ils veulent investir beaucoup de technologies dans le traitement pour combler l'écart avec la Chine. Où ces terres rares seront-elles extraites? Le Brésil détient 20% des réserves, il a déjà beaucoup de réserves, et on peut encore en découvrir davantage. Oui, ils devraient se tourner vers le Brésil. Et donc ils veulent se tourner vers le Brésil, tout en étant en conflit commercial avec le Brésil. Et donc le Brésil doit être dans une position où la Chine peut venir nous voir et dire « Brésil, nous deux ensemble, nous pouvons faire un monopole des terres rares dans le monde. Et le monde devra s'agenouiller devant nous. Mais ce sera plus au profit de la Chine qu'à notre profit. Ils ont plus de réserves, plus de technologies. » Mais vous entrez dans ce jeu. On joue ensemble. Pour les États-Unis, c'est presque une déclaration de guerre. Sauf que là, plus personne n'ira à Disney. Oui. Ils ont de nombreux missiles ici pouvant nous faire exploser rapidement. De l'autre côté, les États-Unis. Je veux exploiter des terres rares. La proposition des États-Unis est très peu diplomatique. Elle est autoritaire. C'est ça, je fais l'extraction, j'envoie et je développe la technologie directement aux États-Unis pour le traitement. Pour le Brésil, c'est l'hypothèse à retenir. Je peux m'associer à la Chine seulement dans un cas où je garantis ma propre souveraineté et que je ne fasse pas seulement l'extraction, mais aussi le traitement et le développement. Par exemple, si vous prenez le dysprosium, je crois que c'est le dysprosium ou le néodyme, les deux, ça devient un aimant. L'aimant va devenir une batterie. Batterie qui va dans le drone, batterie qui va dans la voiture. Je veux en arriver à produire des batteries pour voitures d'ici 15 ans, ici. Comment puis-je faire pour obtenir ce transfert de technologie? C'est d'avoir un partenaire international qui vient ici. L'autre solution, c'est de mettre en place un agenda de compétitivité, parce que ça ne sert à rien de vouloir forcer le monde à produire des choses comme les terres rares ici, si mes taux d'intérêt sont énormes, si ma sécurité juridique est inexistante, si mon infrastructure est catastrophique, si le prix de mon énergie est très élevé. Si c'est trop cher, c'est plus simple de produire en Chine. Personne ne voudra rien faire ici. Voilà le problème des programmes d'industrialisation au Brésil. C'est une blague. Donc, je dois faire mes devoirs. Et là, je peux voir une voie à suivre. Il faut suivre la voie américaine et développer cette technologie ensemble. J'ai la réserve, tu produis l'aimant, moi aussi, et je veux produire la batterie. Je souhaite créer une coentreprise dans ce domaine afin de réaliser un saut technologique et devenir un acteur mondial. Mais ce n'est pas réservé à nous deux. Le Japon veut des terres rares pour développer cette industrie, comme Taïwan qui en a déjà besoin.
L'Union européenne en a besoin. Ce ne sont pas les seuls. Avec le Canada, nous pouvons établir de nombreux partenariats. Je pense que le Brésil doit regarder autour de lui, ne pas rester coincé dans la dichotomie, et commencer à établir des partenariats pour que nous comprenions que nous devons construire toute la chaîne ici. La construction de toute la chaîne des terres rares. C'est la création de la construction d'une industrie de data center ici. Je pense que cela nous place dans une position où nous comblons ce fossé qui fait de nous un pays très en retard. Et d'ici, nous n'allons pas devenir la Chine ou les États-Unis, mais nous sommes ici, et nous allons aller là-bas. Eh bien, cette croissance que nous avons eue ici, c'est énorme. De meilleurs salaires, d'amélioration et de qualité de vie, on devient un vrai pays. J'ai trop parlé? Je pense pas, c'était très bien. Ce que tu as dit. D'ailleurs, n'est-ce pas justement un moment de désespoir? D'espoir, on a 42 ans, on a ce truc du genre, mince, j'ai déjà entendu cette phrase que le Brésil va faire faillite, ça fait 200 ans. Le Brésil va toujours faire faillite, à chaque président, etc. Toi, en dehors de l'élection, toi, Ronan, citoyen brésilien, quel est ton espoir pour le Brésil? Renan, tu veux plus être président, t'as laissé tomber, t'as eu 3 filles, n'est-ce pas? Toi, en tant qu'électeur, Renan, citoyen brésilien, Ouais. Oui, j'en ai. J'en ai parce que, tu sais, ce truc de la fleur dans la décharge? Oui, tu vas dans un endroit très mauvais au Brésil et tu y trouves des initiatives géniales. Par exemple, dans l'intérieur du Maranhão, j'ai vu Impasa, une usine de maïs transformée en éthanol exporté aux États-Unis, dans un lieu qui, il y a 20 ans, n'était rien. Je vois l'expérience du Mato Grosso, je vais devoir la changer. 4 millions de personnes, un État hyper développé, c'est-à-dire c'est comme le Texas, ça n'a rien à voir avec le reste du Brésil. Alors, qu'est-ce que ces gens font? Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent à beaucoup d'endroits. Et ces gens font ça malgré le sabotage institutionnel que le Brésil exerce. Donc, oui, le Brésil a un bon capital humain, le Brésil a des ressources, il y a moyen de réussir. Le problème, c'est littéralement de débloquer le modèle politique qui fait que le Brésil improductif dirige le Brésil productif. Ceux qui commandent ne travaillent ni ne produisent, tandis que ceux qui obéissent le font. C'est le pire régime. Sensationnel. Y a-t-il une remarque que tu voudrais ajouter ici? Je voulais te remercier, vraiment. Et vraiment, l'émission était super sympa. Oui, c'était sympa, c'est l'idée. Je pense que, d'ailleurs, l'invitation est ouverte. Les gens, Caiado, Lula, qui d'autre? Bolsonaro, bien sûr. Qui d'autre encore? Zema, qui va venir maintenant. Virginia, je pense qu'elle va venir. On part sur Virginia pour la présidence en 2030? Oui, elle va venir. Virginia comme présidente avec la liste Virginia et Neymar. Il y a une liste forte qui arrive. Oui, elle gagnerait, tu sais. Putain. Je pense que non, on veut la grande liste. Je n'ai pas le droit d'avoir une opinion sur les célébrités. Tu le jures sur Dieu? C'est elle la célèbre. Commando Vermelho. Je me dis, je vais en finir avec eux. Virginia, bravo pour ton travail. Mec, Whippin, qui fait un travail important dans l'industrie de la mode nationale. Tu peux en parler? Parce que j'ai toujours beaucoup d'opinions, tu vois. Mais c'est pas que je vais arrêter d'avoir mes opinions. Mais c'est que, tu sais... Les gens disent, regarde, celle qui peut faire tomber le président de la République, c'est Virginia, mec. Quelle chose merveilleuse. Non, seulement Virginia. Je vais... BTS peut aussi te faire tomber. Le BTS, c'est important. L'important, c'est... Détruis ta campagne. Oui, BTS, Virginia, quelques joueurs de football, tu sais. Tu savais que c'est comme ça que je gagnerais le Big Brother, mec. Je l'ai déjà dit. Je gagnerais le Big Brother sur les erreurs des autres si c'est pas sur mes propres réussites. Piscine, je vais voir le gars et je dis... Tu penses quoi du BTS? Du BTS, le X, je le tue. Une discussion commence. Quand je reviens, où est Eliezer? Il est déjà parti. C'est comme ça que je vais gagner Big Brother. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Neymar, je ne sais pas quoi? Oui? Mec, qu'est-ce que tu penses de Virginia? Attends une seconde, je vais juste là-bas. Où est Babou? Putain, Babou a disparu, c'est comme ça que je gagne le Big Brother. En fait, l'énergie que les gens devraient consacrer à de bonnes choses est dépensée pour des trucs comme Deolane, oh Deolane mec. Si tu demandais, doit-on abandonner le Brésil? Il y a une vidéo. Deolane, blanchisseuse d'argent du PCC. Elle blanchit, mec, je parle ici sans peur d'être poursuivie, elle est en prison, d'accord? Blanchisseuse d'argent du PCC. Elle était en prison pour autre chose au Ceará ou au Pernambouc. Il y a eu une veillée, des fans de Deolane pleuraient, demandaient qu'on la libère, parce qu'elle était une diva. C'est ça l'argument. C'est une diva, ils peuvent pas l'arrêter. J'ai dit, mec, cette femme-là touche le Bolsa Familia. Elle est devant un commissariat à Pirapora du je ne sais quoi. Et elle est en train de défendre une trafiquante là-dedans parce qu'elle est célèbre. Et si tu parles mal de Deolane, tu vas te faire dessus. Donc, c'est bien ce dont je parle. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive souvent. Qu'est-ce que je fais de ma vie?
Est-ce que ces personnes ne méritent? Toutes les 15 minutes. Alors voilà. Je pense que c'est ça la grande question. Tu sais. Toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Les fans d'Orient. Tu vois, Ronan, c'est juste du trap, mec. Tu sais qu'il ne fait que dire la réalité du Brésil. Ce gars, c'est le fils de Marcinho VP. Et alors, tu vois, son père a même une autre vision, tu comprends? Chacun est comme il est, mec. Mais il le défend comme s'il cachait les fugitifs du commando Vermelho recherchés par la justice chez lui. Tu vois? Ce gars est ami avec eux. Il n'est pas responsable des choses que ses amis ont faites, tu comprends? J'y crois pas, mec. Non, je crois pas, mec. Celui qui va te faire tomber, c'est Léo Diaz. Léo Diaz me rend fou. Il suffit qu'il prenne mes opinions sur la plupart des célébrités brésiliennes. Ah. Wesley Safadão, c'est quoi? Oh là là! Safadão aussi? La justice m'interdit de parler de Wesley Safadão. Pourquoi tu en parles? Bon, j'en parle. Tant pis si je prends une autre condamnation. Allons-y, c'est bien. L'émission est finie, mais tu peux, mec. Avec Wesley Safadão, voilà le truc. J'ai découvert qu'il existe une industrie des spectacles municipaux financés par des amendements de députés. Et la mairie, c'est de la merde. C'est fini, l'émission est déjà partie, voilà, c'est une catastrophe. Cette ville n'aurait même pas dû exister. Elle aurait dû être fusionnée avec une autre commune. Le maire, ce bon à rien, le fait rien depuis 4 ans. Organise seulement un concert de Wesley Safadão à l'approche des élections. La population, putain, bien, ça a cartonné. C'était un succès, tout le monde dansait là-bas. Il reçoit des crédits parlementaires pour le spectacle. Puis Wesley fait encore campagne pour ce type sur scène. Tu sais, ce genre de truc, là, merci à Claudinho du pneu. Mais c'est une industrie. Genre, c'est pas comme s'il faisait ça dans 10 villes. Et c'est pas que lui. Il y a toute une industrie avec plusieurs chanteurs de Sertanejo, de Technobrega, etc. qui tournent dans les villes de l'intérieur, reçoivent des fonds d'amendement de députés et touchent des fortunes, des millions par concert, tout en faisant campagne pour ces politiciens corrompus. C'est pour ça que j'ai parlé de lui. Wesley Safadão est un cas unique, ça n'existe pas. Le safadisme n'est pas aussi fort que le viergisme. Donc je l'ai attaqué là-dessus, et ça a pris, et il a dû se défendre. Alors il a saisi la justice, et la justice du Ceará, de façon curieuse, m'a interdit de parler de ce sujet. Mec, donc t'es en train de me dire que ça existe alors. C'est vraiment dingue ce truc. Regarde, ça fait 1h30 qu'on discute. On a abordé tous les sujets, t'es polémique, mec. Quand on en arrive aux célébrités, ça peut vraiment te mettre dans la merde. Ouais, parce que c'est le pays. Parce que c'est un truc de... Je vais t'expliquer, c'est un pays maudit, moi. C'est un pays maudit. Ici, c'est le Coringo. Je vais devenir fou. J'ai été sage pendant toute l'émission. C'est maudit. Je te le dis, ils ont lancé une bombe ici. C'est maudit. Comment ont-ils pu faire ça dans une nation aussi grand potentiel? L'inquiétude des gens, je te jure. Mais on a réglé ça. Amanda, notre conseillère municipale, est venue avec la loi anti-pleurnicherie au roi et on a renversé la situation. Mais ça a pris 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on se faisait taper dessus. Tu vois? De quoi tu parles? C'est juste du petit trap, tu vois? Il part de la réalité. Parler de la réalité, c'est différent. Mano Brown, lui, parle vraiment de la réalité. Il peut me détester, car il est un peu pro-pété, mais je ne crois pas que Mano Brown soit le porte-parole du PCC. Contrairement à MC Ryan, arrêté et porte-parole du PCC, qui blanchissait de l'argent pour le PCC, Pozo Dorodo blanchit pour le commando Vermelho. Et là, le gars, tu vois, tu pars du gars, il a son taf, tu vois, le gars se débrouille, tu vois. Moi, non, le gars, arrête. Fan de Deolan, Virginia et de certains footballeurs. C'est parce que ça devient une armée. C'est une armée. C'est effrayant car ces gens ont perdu leur individualité et vivent leur réussite à travers lui. Oriane a acheté une Ferrari, tu vois. Notre Ferrari est arrivé, mon pote. Comment ça, notre Ferrari? Il est trafiquant? Je vais. Ouais. Le bidonville a gagné, non? J'apprendrai à conduire sa voiture. Non, tu vas pas, c'est notre voiture. Les gens vivent. Les gens, putain. Donc tu parles de mentalité. À la maison. Mais c'est donc Alors comment est-ce qu'on change la mentalité? Voilà. On a fait 1h30 d'émission, non? Oui. On a fini ici. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg? Oui, on parlait du sommet, du problème politique, de la corruption. Qui veut y entrer? Plonger la culture de masse brésilienne. La pire culture de masse du monde, d'accord? C'est pour ça que Blaze, tous les casinos en ligne, toutes les arnaques qui fonctionnent dans le monde, absolument toutes, sont beaucoup plus présents ici. Tous. Pourquoi? Tu penses que... Parce que c'est une société peu basée sur la confiance. C'est une... L'homme est un loup pour l'homme, en train de voler l'autre. Et donc, comme tu as une masse de personnes très peu scolarisées, tu sais combien de Brésiliens sont en fait vraiment compétents en portugais? 1000%. Qui savent lire, écrire et interpréter, oui. Laisse-moi déclamer. 8!
Et aucun ici, dans la recommandation, Morisseau n'a réussi à en engager aucun. 23% d'illettrés fonctionnels. Il y en a encore quelques-uns qui sont analphabètes. Et puis il y a ceux qui, quelque part entre les deux, savent à moitié lire et à moitié non. La quantité de personnes qui, disons, profitent de l'ignorance des plus pauvres est gigantesque. Ces plus pauvres, une femme qui suit Deolan, qu'est-ce que je vais lui dire? D'abord, je veux qu'elle vote pour moi. Mais parfois, ça va même pas marcher. Parce qu'elle va juste se fâcher, genre « ouais, il a perdu ». Deolani. Et cette personne ne comprend pas ce qui est prioritaire dans sa vie. Elle vit, parce qu'avec l'Inde et le Pakistan, et je crois qu'il y a aussi un pays africain, c'est le pays où les gens restent le plus accrochés aux réseaux sociaux, dans le monde. Dans certains pays, les gens vivent à travers les célébrités, perdent le sens de leurs priorités et se font sans cesse tromper par des profiteurs. Du gars du scandale de l'INSS, qui au fond n'était qu'un tas d'envois de messages pour faire accepter aux vieux un crédit prélevé directement sur sa pension de retraite, d'accord ? Au vieux qui passe ses journées à dépenser son argent dans un casino en ligne. C'est là qu'on aborde le vrai iceberg brésilien. Malheureusement, on ne peut pas tout dire ici, et c'est là que la douleur au cœur survient. Mais ça, on ne peut pas le changer en 4 ans. Impossible en 4 ans, mais on peut amorcer le changement, car c'est le vrai problème. Voilà le problème. Seuls des politiciens corrompus subsistent, car les gens sont devenus des esclaves. Beaucoup de changements sont nécessaires, ce qui est très polémique. C'est très polémique. Je vais interdire les casinos en ligne au Brésil. Oui, des arnaques de toutes sortes, des arnaques numériques qui sont la règle sur l'Internet brésilien. Tous ces influenceurs, tous, PH Joyas, Bouzera, ils faisaient tous des arnaques en ligne. C'est comme les tombolas. Tous, ils sont multimillionnaires grâce aux arnaques en ligne. Multimillionnaires. Tu observes et tu te dis qui achèterait ça? Tout cela devra être criminalisé. Mais vraiment, on va devoir criminaliser beaucoup de choses et beaucoup de gens vont être très en colère à cause de ça. Sauf que pour créer une culture, il faut d'abord instaurer une discipline. Parce que la discipline sera très dure. Les gens cessent de fumer dans les lieux fermés à cause d'une loi stricte, comme pour la ceinture de sécurité. Il faut une loi stricte pour la ceinture de sécurité, comme pour le masque, jusqu'à ce que tout le monde l'accepte. Mais c'est le remède. Les gens sont détruits au Brésil. D'accord, voilà. Renan Santos ne parlera plus de Virginia jusqu'en octobre. Ni de Safadão, ni de Safadão, on l'a bien compris. Eh bien, Renan, alors candidat, pré-candidat, je dois dire ça, non? Sinon, je vais aller en prison. Ça dépend. En prison, si la vidéo sort, Ah bon? La semaine prochaine. Non, au stade de pré-candidat. pré-candidat. Candidat, merci. Pour les gens du STF qui regardent l'émission, pré-candidat. Peut-être que j'abandonnerai. C'est possible, mais il en a peut-être plus envie. Cette vidéo lui est peut-être destinée. Je peux parler? Peut-être l'a-t-il dit. Il n'est pas encore pré-candidat. Il réfléchit. Peut-être que dans 10 ans. Pré-candidat, en ce moment, Renan Santos. Encore une fois, l'invitation est ouverte à tous les autres pré-candidats qui souhaitent participer à cette discussion ici. Ouais, je voulais te remercier, Renan. C'était vraiment sympa, cette discussion. Ici, dans la description, si tu découvres Renan maintenant, c'est difficile car il est présent dans le débat public depuis longtemps. Voici les réseaux sociaux de Renan. Si tu veux discuter avec lui, si tu veux devenir première dame, c'est peut-être le bon moment pour que tu puisses lui envoyer un message. Premier gentleman, on ne sait pas quelle est la stratégie. On ne sait pas, hein? Ça peut être porteur, ça peut être une personne. Le public de BTS. Hein? On ne sait pas si tu veux être la première dame orientale de l'histoire. Enfin, encore une fois, c'est ça les achismos. Laisse ici ton like, le fameux, tu vois, écrit comme ça. Laisse un commentaire. Il faut, mec. Non, je veux pas, n'entre pas. Non, il faut le faire, mec. Ouais, il faut demander rappelement. Bien sûr qu'il faut le faire, mec. Je veux pas qu'on le fasse. Sinon, regarde. Sinon, je force les gars, mec. Fais ce que tu veux. Tu veux? T'as aimé? Faut être amer. Parfois, il faut être amer. Laisse, tu veux chercher. Laisse-moi trouver le pouce bleu. Ce gars a détesté, il est resté avec l'autre. Si t'as pas aimé, je veux pas. Enlève le like. Si t'as pas aimé, ne commente pas. Merci les gars. Salut.